Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appicast, le rendez-vous des passionnés de technologie Apple. Je suis Mickaël, votre hôte, et aujourd'hui nous allons vous parler d'une personne un peu extraordinaire, hein, je pense, hein, parce que tout le monde est extraordinaire quand on passe dans l'Appicast, qui s'appelle Rudy. Mais juste avant de vous présenter Rudy, je vous fais une petite présentation de la nouveauté aussi du podcast, parce que maintenant le podcast, grâce à vous et le succès de la saison 1, le podcast, il a eu énormément de retours, donc je tenais à vous remercier. Donc pour les nouveaux qui découvrent la chaîne et qui viennent s'abonner, hein, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like pour le référencement, vous abonner et partager également autour de vous. Un autre point, c'est que l'Appicast évolue aussi. Donc, vous trouverez aussi les liens dans la description sur les offres aussi de partenariat et de sponsoring. Et si vous voulez passer dans l'Appicast, n'hésitez pas. Le lien est également dans la description. Alors, aujourd'hui, dans l'Appicast, nous allons accueillir Rudy. Rudy, qui est développeur iOS senior, je vais plutôt même dire vétéran, hein, parce que depuis 2009, tu as arpenté pas mal de choses. Tu Ouais, vas également nous en parler. Tu vas nous parler de ton parcours aussi au Canada. oui, Ça va être très intéressant. Je salue la communauté francophone du Canada également. Donc, tu vas nous parler de tes 13 ans d'expérience. Tu vas nous parler aussi des applications aussi que tu as pu développer et sortir, hein, qui sont disponibles aussi sur le store. On pourra mettre les liens également dans la description. Et tu vas également nous parler de plein de choses, tes défis, tes succès, peut-être tes échecs. Tu sais, nous, on aime bien les échecs parce que les échecs, c'est toujours une opportunité, hein, de pouvoir améliorer, corriger, relancer des choses. Parce que tu sais que en France, on n'aime pas l'échec, hein. On est ouais. très, tu vois. Mais non. En tout cas, tout échec est un apprentissage, Mhm. bien sûr. Et on va parler aussi entrepreneuriat, parce que tu as aussi ta société que tu vas nous présenter. Donc, tu Ouais. vois, ça fait déjà pas mal de choses, hein, Rudy. Mais je vais te laisser te présenter déjà et te demander déjà comment ça va, Rudy. Je vais bien et toi? Bah écoute, moi ça va très bien, hein, toujours dans la picasse, hein, tu connais la voix avec le soleil et la chaleur. Ouais. Donc, pour nos auditeurs et aussi nos spectateurs sur YouTube, je vais te laisser te présenter, Rudy, nous parler de ton expérience. Alors, je m'appelle Rudy Opimba, je vis au Canada et je suis développeur iOS depuis 2009, comme tu l'as bien dit, et on va dire macOS. Je suis dans l'environnement Mac, dans l'écosystème Mac depuis 2007, fin 2006, début 2007. Et c'est un environnement que j'aime bien et j'ai commencé à développer sur Mac et lorsque l'iPhone est sorti, ça n'a été qu'une migration normale pour le développement d'applications mobiles, justement. C'était easy. Oui, c'était le même langage, c'était le même environnement, les mêmes ordinateurs. Il fallait juste changer de destination, de target, comme on dit. Et donc, c'était la suite logique. Voilà. Et du coup, c'est cool. On va revenir un petit peu sur tes débuts. Donc, du coup, 2009. Comment t'as vu l'arrivée de l'iPhone, justement, quand le SDK il a été ouvert pour les développeurs? Tu t'es dit, ça y est, c'est la ruée vers l'or, je vais être millionnaire, je vais faire de l'argent, ou c'était vraiment plus de la curiosité, et tu t'es dit, bon, voilà, je vais jouer un peu avec. C'était comment Rudy à l'époque? Alors, c'est une très bonne question. Au début, comme je l'ai dit, j'ai commencé à développer sur macOS. Donc, je faisais des logiciels sur Mac et j'ai commencé en 2007. Et en fin 2008, je me sentais un peu insécure puisque à l'époque au Canada, il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui développaient sur Mac. Le langage de l'époque, c'était Objective-C. Donc, je me disais, on les comptait sur le bout des doigts, les compagnies qui développaient sur Mac. D'ailleurs, les clients que nous avions n'étaient pas au Canada, ils étaient majoritairement aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Et c'est donc là que j'ai fait une certification en Java en 2009 parce que je me disais, si jamais je perds mon emploi en Objective-C, j'aurais du mal à rebondir, j'aurais du mal à retrouver un emploi en Objective-C. Donc, j'ai fait une certification en Java et j'ai cherché du travail en Java. Et Ouais. j'avais du mal à en trouver puisque j'avais 2 ans d'expérience en développement Objective-C,
bien que j'avais une certification, j'avais pas réellement d'expérience en Java. Et lorsque l'iPhone, parce que le SDK est sorti, l'iPhone est sorti en 2007, mais le SDK est sorti en 2009. Pour être honnête, Ouais, c'est ça. j'y croyais pas. Je croyais pas en l'iPhone. En fait, même l'iPhone à l'époque, en 2007, ça coûtait très cher. Ça coûtait, j'ai oublié le prix, mais ça coûtait plus cher que ça coûte. Ouais. Maintenant, il y avait pas, en tout cas, je ne voyais pas suffisamment bien le potentiel qu'il y avait. Donc, c'est pas un appareil, c'est pas un device auquel je croyais. Je croyais pas beaucoup au potentiel. Et c'est en 2009, donc l'été 2009, lorsque ils ont annoncé l'App Store, que petit à petit, j'ai commencé à en comprendre le potentiel, à en voir le débouché. Et c'est en septembre 2009 que j'ai commencé réellement en fait à, à penser à développer des applications, mais je n'avais pas encore d'idée en tant que telle. Et comme je dis, pour moi, c'était très facile parce que c'était le même environnement, donc Xcode que j'avais déjà, que je connaissais déjà. Il fallait juste changer de destination. Donc, au lieu de créer un logiciel sur Mac avec un écran, avec des fenêtres, il fallait juste choisir de développer sur un iPhone. Donc, le plus dur pour moi était de trouver l'idée. Et je recevais quelques petites sollicitations pour faire des applications, mais c'était rien d'excitant. C'était vraiment tout nouveau. Il n'y avait rien de majeur, rien de sérieux. Et c'est lors d'un voyage à Montréal que je me souviens, je suis parti pour une entrevue, justement. Je postulais pour un job en Java. Et en arrivant pour l'entrevue, j'ai trouvé une place de stationnement. Et au moment où je m'apprêtais à stationner, il y a une dame qui est venue vers moi et qui m'a proposé son ticket de stationnement. Il faut que je précise qu'à l'époque, à Ah, Montréal, on changeait de système de stationnement. On passait des stationnements analogiques au stationnement numérique qui pouvait être fait directement via une borne électronique et autres. Et donc, cette dame est venue et elle m'a proposé son ticket de stationnement, de lequel il y avait, je crois, 2 heures de stationnement inutilisées. Et c'est là que j'ai dit, mais attends, si j'étais arrivé 5 minutes plus tôt, ou 5 minutes plus tard, je n'aurais pas eu la chance de voir cette dame. Alors, j'ai passé mon entrevue, qui s'est bien passée, et sur le chemin de retour, parce que j'habitais dans une autre ville, j'habitais dans la ville de Québec, donc j'avais 2 heures de route entre Montréal et la ville de Québec, je n'ai fait que penser à ce qui se serait passé si je serais arrivé en retard, si j'étais arrivé en retard, et je n'ai fait que penser à comment est-ce que j'aurais pu pallier à cela. Et donc, durant les 2 heures de trajet, j'étais en train de réfléchir, mais en fait, ce serait bien d'avoir une application qui permet de partager le temps de stationnement, qui permet d'interroger si une borne de stationnement a déjà été payée ou pas. Et donc, je n'ai fait que penser à ça. Et dès que je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, c'est me plonger dans la documentation de l'iPhone, justement pour comprendre comment ça marchait. Et c'est comme ça, en fait, que la première idée concrète qui répondait à un besoin m'est arrivée. Et quelques semaines plus tard, j'avais déjà un prototype. J'avais un prototype de design et autres. Et ça m'a pris un bon 6 mois pour faire ah ouais, quand même. ouais, un produit. Parce que je travaillais à temps partiel dessus. Parce que parallèlement, j'avais eu un emploi. Donc, j'ai pas eu. En fait, j'ai été admis pour le poste pour lequel j'avais fait l'entrevue. Mais parallèlement, comme c'était justement la ruée vers l'or, vers l'iPhone, j'avais eu un poste de développeur iOS à Montréal et autres. Donc, je travaillais à temps partiel dessus. Et puis, il y avait quand même beaucoup de nouveautés parce que même si j'avais de l'expérience en Objective-C, il fallait quand même comprendre un peu les interfaces graphiques, tout l'écosystème relié à l'environnement, le design et autres. Donc, sachant que je faisais aussi moi-même le back-end, donc je faisais le front-end et le back-end moi-même. Tu faisais le Donc, bac aussi. je faisais le back aussi et à l'époque, j'utilisais le WebObject, qui est un mix entre le Java et Ouais. l'Objective. Donc, c'était quand même beaucoup d'apprentissage. J'ai quand même passé beaucoup de temps à apprendre chacun de ces deux langages, surtout le WebObject. Donc, il y avait beaucoup de essais-erreurs. Et en fait, ouais, c'est en avril 2000, enfin, le 6 mai 2010 que j'ai sorti l'application. Que j'ai sorti l'application IPAP. IPAP qui signifie Is parking already paid? Donc, est-ce que le Ok. parking est déjà payé? Voilà. Ça, c'est une super idée. En tout cas, alors, tu vois, je vais enlever le mot idée. Parce que c'est pas juste une idée. C'est un besoin. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'imagine à cette époque-là, c'est un truc de fou déjà de faire des apps. Tu Mhm. vois? Oui. Déjà, parce que avoir la compétence, comme tu disais, c'était pas forcément accessible. Tu vois?
on parle d'Objective-C. Aujourd'hui, tu vois, on fait du Swift, il y a du Swift Mhm. UI. Mais déjà, à l'époque, l'Objective-C, c'était nébuleux. Moi, j'ai eu un parcours, hein, tu sais, le Java, c'était vraiment le langage quand tu voulais faire du développement. Le Java, c'était vraiment un langage qui était orienté objet, qui était Mhm. accessible, que moi, je trouvais très, très bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'on pouvait pas utiliser le Java pour faire une application Mac ou iOS. Et par rapport justement à ces défis-là, parce que je pense que tu as identifié un besoin, ça c'est très 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 important, c'est de te dire, mais attends, comment je peux, grâce à une app, répondre à ça, tu vois? Ouais. Et sachant que, en plus, là, à ce moment-là, on est à l'époque où on est encore au début. Tu as vu, comme tu disais, on sait pas trop où on va. Mhm. On sait En tout cas, je pense que quand l'App Store ouvre, on se dit, là, je pense qu'il y a un truc qui va se passer. Moi, je me suis dit la même chose. Sauf que j'ai Ouais. jamais sorti d'app au lancement de l'App Store. Mais il se passait quelque chose. Mhm. Et je pense que ce timing-là, euh, du coup, ma question qui vient, c'est que souvent, on va te demander, tu vois, ok, t'as fait une app, mais t'as gagné combien? Tu vois? Mhm. Est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, c'est une app que je vais pouvoir monétiser? Est-ce que tu t'es dit, ou est-ce que tu t'es dit en premier, je vais d'abord aider aussi des gens qui sont dans la même galère, tu vois? Ouais. C'était quoi ton état d'esprit encore à ce moment-là? Alors, la première chose que je voulais, c'était avoir un produit que je réalisais. Donc, on va dire me réaliser ou avoir quelque chose de concret. Et le timing était excellent. Vraiment, et je ne crois pas qu'il y aurait pu avoir un meilleur timing, puisque, comme je dis, à Montréal, on passait des parkings numériques, analogiques au parking, je veux même dire mécaniques au parking numérique. Je précise, les parkings mécaniques, c'est des C'est parkings, avec les pièces, là. des Tu pièces. mettais une pièce et C'est ça. tu... Et tu voyais le temps qui te restait. Donc, tu pouvais Hmm. voir qu'il te restait 2 heures, 1h50. Donc, tu le voyais, c'était écrit sur la borne. Et donc, ils sont passés de ce type de parking mécanique au parking numérique où le temps restant n'est plus affiché. C'est seulement la personne qui a payé qui savait. Et donc, ça avait frustré beaucoup de conducteurs, d'usagers de la route. Et donc, quand moi j'ai sorti mon application, c'était une solution justement à cette frustration. Donc, indépendamment de l'argent, le simple fait de sortir un produit qui répond à un besoin était pour moi une énorme satisfaction. Ah Et ouais, c'est d'ailleurs, énorme. elle est gratuite, l'application, elle est toujours gratuite. Et lorsque je l'ai mise sur l'App Store, j'ai répondu au fait à un article d'un journaliste très populaire qui s'appelle Jean-Luc Mongrain, qui se plaignait justement de cette conversion de cette conversion des parkings mécaniques au parking analogique numérique. Alors je lui ai répondu, je lui ai dit, regardez, j'ai une solution. Et lui, je crois qu'il a partagé avec plusieurs personnes et par la suite, le plus grand journal de Montréal m'a contacté, le journal de Montréal m'a contacté pour faire que je leur fasse une démonstration. Et je suis parti, je leur ai fait la démonstration. Et puis après, je suis passé à la radio, à la télé, et ça a fait Ah effet de ouais. bruit. Alors, faut savoir, l'application est gratuite et à l'époque, elle existait juste sur iOS. Je n'ai pas fait, elle est gratuite, donc j'ai pas fait d'argent, j'ai pas fait de recettes. Et par contre, j'ai doublé mon salaire. Ah. Aussitôt après la sortie de l'application et aussitôt après la médiatisation du produit, eu tellement de succès que j'ai reçu des offres d'emploi parce qu'à l'époque, je travaillais pour une compagnie. Et naturellement, j'ai pas pu résister à ces offres d'emploi et j'ai dit à mon employeur, écoute, je t'aime bien, mais on me propose le double du salaire que j'ai, alors si je n'ai pas l'équivalent, ben, je te dis bye bye. Et Ouais. aussitôt, il m'a doublé mon salaire. Donc, j'ai pas fait de l'argent à l'immédiat, mais Ouais, je vois ce que tu en veux termes dire. de réputation, en termes de crédibilité, en termes d'expérience aussi, jusqu'à maintenant, j'en tire encore les conséquences. Mais ce que tu dis, c'est énorme, hein. Tu sais, dans l'Apicast, c'est vraiment cool parce que je mets vraiment des profils inspirants. Moi, déjà, tu m'inspires parce que moi, j'ai pas connu j'ai connu cette époque-là, Mhm. mais j'avais pas fait une app ou un produit, tu vois. Oui. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour un très, très grand groupe en France aussi qui m'a lancé, qui m'a permis aussi de gagner de l'argent aussi. Mais ce que tu as dit, c'est ce projet-là, il est parti d'un besoin que tu as vu. Déjà, tu avais besoin d'avoir ton projet, et puis c'est toujours Mhm. cool d'avoir son app, hein, faut Ouais. dire les choses, hein. De dire, je parle au développeur, c'est vraiment celui qui l'a conçu, c'est celui qui l'a amené. Mhm. Ah, la satisfaction, hein, elle est forcément, elle est forcément énorme. Ouais. Et en plus,
cette époque-là, c'est vrai qu'on avait cette médiatisation parce que tu sais que l'iPhone, il a participé aussi à l'extinction de beaucoup de marques aussi, Exactement. tu vois, Mhm. qui est venu après. Tu vois, pour te dire qu'aujourd'hui, on est en 2024 et tu vois, quand on parle, on te dit, ouais, t'as un iPhone ou un Samsung, tu vois, un peu dans les grandes lignes, tu vois. Ouais. Même s'il y a beaucoup d'autres marques sur la plateforme Android. Mais l'iPhone, il y a toujours qu'une seule marque. Il y a Mhm. des modèles, mais l'iPhone, c'est Apple et il n'y a pas 36 000. Tu vois, iOS, c'est pas ailleurs, tu Ouais. vois. Mhm. Et, et tu vois, par rapport à ce que tu disais, tu as gagné de l'argent, mais à ce moment-là, tu es toujours salarié, c'est ça? Ouais. Toujours salarié, c'est ça? Mhm. Ouais. Et, et du coup, sur le marché, du coup, du développement, parce que du coup, j'imagine que, ok, toi, tu as ton histoire personnelle, elle est super, hein, moi, je kiffe, mais Mhm. est-ce que ça a commencé à avoir de la demande? Tout le monde voulait avoir son développeur. Est-ce que tu as senti ça après à Montréal? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait un engouement énorme. Il y avait un engouement énorme. Et à l'époque, comme je dis, je travaille. Le fait d'avoir sorti iPad m'a donné énormément de visibilité. Ça m'a donné beaucoup de confiance. J'étais un développeur junior. Bien sûr. J'étais confiant de pouvoir créer, mais je ne savais pas à quel point j'étais confiant. Donc, le fait que les gens m'appellent, me félicitent, mais surtout me proposent leur propre projet alors que j'étais salarié, m'a énormément donné de confiance en moi. Et j'avais un dilemme parce que j'ai toujours voulu créer. En fait, j'avais cet appétit pour la création, mais je n'en mesurais pas encore le potentiel. Hmm. J'étais permanent, donc j'étais salarié, et j'étais tenté de travailler pour des projets d'autres clients. Donc j'avais, on va dire, trois choix. Ça commençait un peu j'ai commencé à être tiré de tous les côtés. Alors il y avait quelques envies que je calmais, mais petit à petit, il y avait tellement de demandes que j'ai demandé à mon employeur de l'époque de me donner du temps. Je lui ai dit, écoute, moi, j'aime bien travailler ici, mais j'aimerais avoir peut-être une journée. J'ai même demandé à baisser mon salaire pour avoir du temps pour me lancer vraiment à mon compte et autres. Ok. Et ça ne s'est pas très bien passé, ça ne faisait pas son affaire. Alors c'est là que que j'ai démissionné et que je me suis lancé à 100% à mon compte. Alors ce que je faisais, c'est que je travaillais pour d'autres clients, donc en freelance, on va dire. Donc les clients me donnaient leurs produits. Il y avait beaucoup de demandes. Et parallèlement, je travaillais sur mes propres produits. À l'époque, il m'arrivait d'avoir deux, trois clients en même temps. Je consacrais mon temps à ces différents projets. Il y avait une énorme demande. On partait dans tous les sens aussi, hein. On voulait de tout et son Ouais, employé en voulait je m'en surtout le rappelle. projet. Le lendemain, les gens arrivaient et puis ils te proposaient pas une petite somme et ils veulent le projet le plus compliqué. Il y avait beaucoup d'éducation à faire. Fallait expliquer aux usagers, du moins aux clients, que ça prend du temps, que c'est pas juste l'application mobile. Il y a aussi la partie back-end. Il y a aussi le designer. Il y a aussi les tests qu'il faut faire. Ça a été une éducation longue, mais très nécessaire pour que on puisse arriver à une stabilité en fait de la création d'applications. Sans Ouais, compter et qu'à l'époque, ça coûtait quand même cher de faire des applications et ça les l'est gens, toujours. ah Ça oui, l'est oui, toujours. mais il y a des alternatives. À l'époque, Oui, c'est la vrai. question était de savoir est-ce que je dois faire une application web ou une application. Est-ce que je fais un site web euh, responsive ou est-ce que je fais une application? Et donc, le débat, c'était moi, je voulais évidemment les convaincre de faire des applications. Oui, oui, bien Vous sûr. avez trouvé de bons arguments. Mais eux ne voulaient pas parce que ça coûtait trop cher. Et ils voulaient réduire le budget. Et surtout, quand Android est sorti, ils se disaient, mais est-ce que je dois faire une application iOS? Et sur Android, Ouais. n'est-il pas mieux de faire seulement une application web qui roulera sur tous les appareils? À l'époque, il y avait encore BlackBerry. Il y avait aussi Nokia. Il y a une Nokia, une Donc, il y avait- Windows Phone. Oui, donc c'était les questions qu'on se posait et il fallait convaincre la plupart des usagers. Et c'est là qu'on distinguait les développeurs indépendants comme moi des compagnies. Les grosses compagnies, elles avaient la capacité de fournir des développeurs en Android et en iOS et même en BlackBerry et même au web. Ouais, Tandis que moi, par exemple, les développeurs indépendants, on ne développait que sur iOS. ouais, Donc c'est ouais. là, en fait, que la distinction se faisait. Et puis, il y en avait qui se démarquaient, il y en avait qui arrivaient à trouver leur compte. Et dans tout ça, parce qu'en fait, là, je pense que tu arrives
comme on dit, au bouleversement en fait de ça, parce que tout le monde se dit, il faut pas que je rate le wagon. Ouais. Sauf que il y a ceux, comme tu disais, qui ont déjà leur équipe. Il y a ceux qui ont leur spécificité. Parce que Mhm. tu vois, aujourd'hui, ce que tu dis, moi je te dis encore en 2024, moi j'ai encore ces discussions, hein, de savoir, parce que maintenant, Ouais. il y a beaucoup de plateformes dites hybrides. Tu vois, on a de React Ouais, ouais. Native, Mhm. on a Flutter, Ouais. Mhm. il y a d'autres alternatives. Ouais. Et à chaque fois, on me dit oui, je préfère prendre ça parce que c'est moins cher. Mhm. Est-ce que toi, tu penses que c'est vraiment si moins cher que ça, tu vois? Et est-ce qu'on t'a déjà sollicité, on t'a dit, voilà, Rudy, euh, moi, c'est bien iOS, c'est super ce que tu fais, mais moi, je veux Flutter. Est-ce que déjà, tu as eu des sollicitations ou vraiment des clients qui te demandent de les aiguiller, tu vois, sur des plateformes hybrides, par exemple? Ah oui, et je refuse Et ton avis? systématiquement. Je refuse Ouais. parce que mon expertise, c'est iOS. Je suis euh, très bon dedans. Et si je dois faire quelque chose, c'est dans le domaine dans lequel je suis bon. À la rigueur, je peux engager une autre personne ou je peux donner la tâche à une autre personne qui sera très bonne en Android. Mais je refuse systématiquement de faire de l'hybride. Ça, c'est mon choix. Je ne dis pas que faire de l'hybride, c'est mauvais. Mais à titre personnel, je préfère rester fidèle pour la raison principale qui est que ça nous donne beaucoup de flexibilité. Quand vous faites du hybride, vous êtes, vous avez la liberté jusqu'à trouver des limitations propres à la plateforme sur laquelle vous développez. Et souvent, ça demande des mises à jour qui sont pas toujours appropriées, ça demande Ouais, des ajustements ouais. qui sont pas toujours propres. Il suffit juste que Apple fasse une mise à jour sur l'une de ses versions pour que votre système fonctionne. Et puis, il y a quelques limitations. Il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y a quelques limitations. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur des produits liés à la réalité augmentée, mais vous n'avez pas la même liberté quand vous faites de l'hybride que quand vous faites du natif. Hier encore, je débuguais un problème relié aux notifications, aux push notifications, et il m'a fallu utiliser les produits natifs de Apple pour trouver l'origine du bug, ce que je ne pouvais pas faire avec les Ouais. produits hybrides. Donc, en étant fidèle à une plateforme, ben, on a tous les outils qui permettent de régler de mieux faire le 100%. travail. On a déjà, on a 100% accès déjà à la plateforme, c'est-à-dire on a vraiment la main dessus, tu vois. Mhm. Si tu rajoutes une couche, si la couche au-dessus elle est pas mise à jour ou il y Exactement. a un bug dedans, t'as pas la main sur la couche du dessus, Oui. tu vas te rajouter des problèmes et le jour où il faut débugger, c'est C'est vraiment un enfer. Et maintenant, est-ce que c'est moins cher? Alors, comme je dis, ça dépend. Si c'est pour des projets qui sont jetables, qui sont à usage unique, je peux comprendre. Comme à l'époque, il y avait beaucoup de festivals qui étaient organisés à Montréal et qui voulaient, par exemple, une application pour le festival, je ne vais pas les nommer, mais un festival bien précis, à édition 2015. Mais en 2016, ils vont faire une autre application. Ou en 2017, il y aura une autre application. Bon, là, à l'époque, je pouvais comprendre que ce soit justifié puisque c'était des applications à usage unique, si je peux m'exprimer de la sorte. Mais si vous espérez prendre le même produit et le migrer d'année en année, ben, mieux vaut partir sur une base solide qui pourra être maintenue, qui va utiliser les meilleurs standards de développement, ainsi de suite. Et là, il faut que la fondation soit la meilleure. Et c'est voilà pourquoi je privilégie toujours le natif. Et les grosses compagnies qui se respectent, les banques, les, les chaînes les chaînes de télécommunications, les compagnies de télécommunications, oui. les médias utilisent en général des solutions qui ont de bonnes fondations. Et justement ça, mais tu vois, tu parles de bonnes fondations, c'est une bonne transition sur, tu sais, aujourd'hui, le marché, comme je te dis, l'industrie aujourd'hui du développement, elle s'est un petit peu standardisée Oui, avec des architectures. Maintenant, on va parler de pattern, clean architecture, MVVM, MVC, Viper, etc. Tu sais que la base, en tout cas sur le développement iOS, on, on bossait sur l'architecture MVC, hein. C'est vraiment celle qui était fournie ouais. par ça. Toi, comment, au cours de ces différents projets, c'est quoi ta vision justement sur cette partie architecture? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait évoluer, tu vois, tes stacks techniques? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as standardisé des choses, par exemple, sur tes projets? Alors, sur mes projets à titre personnel, je m'arrange toujours moi, j'aime beaucoup le MVVM parce que pour moi, Hmm. c'est un mix duquel on peut aller dans tous les sens. Mais en tant que consultant, en tant que développeur, je dois
toujours être prêt à pouvoir connaître chacun des patterns pour les clients. Le dernier client pour lequel je travaillais, il avait fait un mix, il est parti du Viper et il a fait son propre mix de design d'architecture. Ça marchait pour lui, mais c'est pas une architecture que je peux prendre, que je peux aller exporter chez un autre client. À l'époque, je travaillais pour une banque. Elle aussi, bon, elle avait plutôt des standards. C'était une très belle expérience parce que ils avaient le budget. Donc, on était vraiment collé à l'architecture Apple, même si Apple ne privilégie pas une architecture. MVC, c'est bien, mais ça a ses limitations. C'est bien lorsqu'on veut faire un petit prototype et autres, mais quand on veut faire grandir le produit, ça peut avoir ses limitations. Donc, on utilisait les architectures qui étaient, on va dire, le plus poussées par Apple. On s'en éloignait quand on devait le faire, mais on restait toujours avec des architectures qui peuvent être facilement maintenables et surtout facilement testables. Alors, mon critère, c'est les tests. Je vais prendre voilà pourquoi entre autres j'aime le MVVM. Je vais prendre l'architecture qui me permettra de faire le plus de tests possible et de tester le plus loin possible. Alors, quand vous avez une architecture comme Viper, c'est bien, mais il y a tellement de couches que entre le bouton sur lequel vous cliquez et la réaction que vous avez, c'est difficile de tester chacun des éléments. Et donc, je fais une parenthèse, hein, Rudy, sur ça. J'en profite. Le projet sur lequel je bosse, c'est du full Viper. Ouais. Et tu vois, en plus, là, je travaille sur un écran qui est assez simple. C'est un écran type liste, tu vois. Et avec des boutons, tu cliques sur des tags. Tu sais, tu choisis des centres d'intérêt. Tu choisis les trucs que tu préfères. C'est un petit peu comme des toggles. Et il est pas compliqué l'écran. Ouais. Mais pour faire communiquer tout le truc, t'as vu, tu vas passer, ton interacteur va parler au présenteur, le présenteur il va faire un travail, il va passer ça à la vue, et puis ton interacteur c'est lui qui communique avec la couche network, tu vois. Donc déjà il faut que tu visualises comment une chose simple, hein, qui est une action, ça va passer dans l'architecture qui est utilisée dans différentes couches, tu vois, de l'application. Et un projet, tu vois, qui a vécu, bon, là, le projet, par exemple, si tu veux, là, il a à peu près minimum 6-7 ans, tu vois, d'expérience. Bah, en fait, tu rajoutes. Ouais, tu rajoutes, Et mais c'est assez intéressant. Mais je pense que, comme tu disais, quand on est senior, on s'adapte. Notre travail, c'est ça en tant que consultant. C'est comment je vais m'interfacer. Moi, mon sujet, c'est d'intégrer Swift UI dans ça, tu vois. Donc, tu vois, je dois à la fois conserver le mécanisme de fonctionnement de SwiftUI qui lui est propre. On est d'accord, hein. SwiftUI, il a sa gestion, tu vois, événementielle, qui fait peut-être la simplicité du fonctionnement de SwiftUI, mais qui peut se transformer en cauchemar si tu t'y prends mal, tu vois. Et tu ajoutes ça avec ça, avec ça, avec ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on nous paye, j'allais dire qu'on nous paye cher, mais voilà. Mais c'est un bon point parce que j'ai discuté avec un client il n'y a pas longtemps pour lequel je faisais une entrevue. Il y a un mois. Et je lui ai demandé s'il utilisait, c'est un grand client. Je lui ai demandé s'il utilisait SwiftUI. Il m'a fait comprendre que non. Parce que justement, la migration vers SwiftUI allait être problématique. Et à la rigueur, pour les nouveaux écrans, il aurait souhaité intégrer SwiftUI, mais ces nouveaux écrans vont devenir les anciens écrans demain. Ils vont interagir avec les anciens écrans. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est pas évident. Et plus vous avez une architecture, on va dire non standard ou customisée, ou que vous avez modifié, plus il est difficile de faire les intégrations. Donc c'est pas évident. Et le marché demande justement que le SwiftUI soit utilisé, mais c'est pas utilisable partout, du moins sur tous les produits. Et j'ai même reçu des offres d'emploi où des usagers utilisent encore les clients utilisent encore Objective-C parce qu'ils n'ont pas aimé la migration à Swift. Parce qu'à l'époque, la migration était compliquée et ils ont décidé de rester sur Objective-C. Et ça marche, c'est très solide. Ça marche, hein. Ah oui, par contre, ça marche. Ça, je te confirme que ça marche. Mais en tant que développeur, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de reculer, on va dire, on va dire 5-6 ans plus en arrière est-ce que ça vaut la peine? Et ce sont des choix souvent que l'on doit faire, mais en même temps, ils ont un produit solide. Et ce que tu dis souvent, alors les produits sont solides, et c'est vrai. Alors après, c'est plus un avis, parce que toi, tu as vu les transitions d'Objective-C à Swift, peut-être aussi de UIKit vers SwiftUI, mais
c'est justement dans tout ça, pour toi, ça a été quoi le plus gros défi? Déjà, je vais parler de Rudy, vraiment l'ingénieur, le développeur, tu vois. Oui. Ça a été quoi le plus gros défi pour toi, première migration d'Objective-C à Swift? Alors, comprendre la logique de Swift. Comprendre, par exemple, pour moi, je me souviens, j'ai eu beaucoup de cauchemars, c'était les optionals. Je sais pas comment le dire en français. Optional, ouais, c'est Ouais, ça, ouais. les optionnels, ouais, c'est ça. Je comprenais pas. Je comprenais pas à quoi pourquoi ça marche pas et autres. Ça, c'était vraiment la première difficulté. Ensuite, on migrait, est-ce que je me souviens, quand Swift est sorti, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Vidéotron à Montréal. Et ils avaient un produit fonctionnel qui fonctionnait très bien. Mais la mission que nous avions, c'était de convertir ce produit de Objective-C à Swift. Et le produit sur l'App Store, c'était du Objective-C, mais il fallait faire l'équivalence sur Swift et ensuite rajouter de nouvelles couches. Et le défi, c'était qu'on a quand même pu faire la conversion, donc de Objective-C à Swift, mais c'était la première version, peut-être la version, j'ai oublié laquelle, Swift.2, un truc comme ça. Je crois que c'est deux, hein, en Ouais, 2000, 2015, c'était Ouais, 2015. Swift a été annoncé en 2014. Et donc, Apple avait offert un outil de migration, donc de Objective-C à Swift. Et ensuite, de Swift, on va dire 2.1 à Swift 2.2. Et donc, toutes les fois qu'il y avait une mise à jour qui se faisait, l'outil de migration nous aidait, mais il y avait toujours des bugs. Ça marchait pas toujours bien, ça prenait du temps. Et il y avait des migrations, en fait, aussi aux 6 mois quasiment. Il y avait de nouvelles versions aux 6 mois. Et donc, ça a été vraiment difficile parce que il fallait justifier au client ce pourquoi ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Et ce pourquoi il fallait encore attendre c'était pas évident. Et en plus, il y avait des imprévus. C'était nouveau, on n'avait pas le temps de tout C'est apprendre normal. et de faire le travail correctement. Et donc ça a été le défi qu'on a eu. Mais après, c'est beaucoup de pédagogie pour comprendre aux clients qu'ils nous donnent du temps et autres. Et aussi, malheureusement, quand on est dans le rush, quand on est dans l'urgence de faire de tels produits, il y a des éléments qu'on ne fait plus. Par exemple, les unit tests qu'on avait en Objective-C, on n'avait pas le temps de les faire en Swift parce qu'il fallait déjà qu'on ait quelque chose de fonctionnel en Swift. S'il fallait encore qu'on rajoute des unit tests, il y avait des choses qui ne fonctionneraient pas. Donc, on migrait à Swift, mais on ne testait pas tant en Swift. Ouais, ouais. Et donc, on avait des bugs. Donc, c'est un peu ça le trade-off qu'on avait, en fait. Tu sais quoi? Tu sais que ce que tu dis, c'est exactement, je pense, que c'est la vie d'un développeur. Ouais. En tout cas, au moins un senior qui a connu cette transition, parce que forcément, ceux qui arrivent, ils savent pas trop Objective-C. Puis, aujourd'hui, c'est pas un langage, en tout cas, pour apprendre à développer sur la plateforme. Maintenant, tu as vu, c'est Swift. Aujourd'hui, ça qui s'est installé. Tu as Ouais. mis le doigt sur un sujet. Le premier sujet, c'est, tu vois, les premières versions de Swift. Il y avait beaucoup de changements déjà entre les premières versions. Ouais. Tu vois, c'était pas forcément stable et on pouvait pas tout faire exactement. Par contre, il y avait des choses très intéressantes. Tu parlais des optionnels. Bon, maintenant, c'est quelque chose où c'est normal, tu vois. Ouais. C'est normal, tu vois, si tu utilises pas les optionnels, voilà, tu vois. Ouais, Tu fais ouais. pas du code, on dit safety, tu vois. Exactement. Mais le type safety, Swift, franchement, Ouais. ça a amélioré beaucoup, beaucoup de choses après. Et grâce à Swift aussi, il y a eu des améliorations, tu vois, des différentes architectures. Mais aussi, le deuxième truc aussi sur lequel je rebondis, c'est qu'en fait, en vrai, que tu sois au Canada ou que moi je suis en France, en fait, on a vécu des mêmes choses. Oui, bien sûr. Et tout le monde partagera ça. C'est-à-dire que entre le moment où tu vois bien avec Apple, au moment où il y a une annonce, le moment où c'est prêt en production, t'as vu, il y a du temps, hein. Oui, bien sûr. Il y a du temps. Et, et souvent, les clients, aujourd'hui, peut-être, je sais pas, tu me diras au Canada si c'est la même chose, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les clients sont un peu plus sensibles à se dire, il faut quand même qu'on intègre, quand il y a une nouveauté, qu'on trouve au moins un moyen que on puisse y réfléchir ou mettre les mains dedans. On va parler de Vision S aussi, hein, un petit peu, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, on sent que maintenant les clients, ils ont pris une certaine maturité. Je sais pas si toi tu le ressens, mais qui se disent, ah t'as vu, ça marche, qu'ils ont pris une certaine maturité pour se dire, ok, je pense qu'il faut qu'on soit dans les clous parce que ça va nous coûter peut-être beaucoup plus cher si on rate le coche, tu vois. Ouais. Tu Mais, vois, ça je le ressens un peu, tu vois. ouais, je comprends, mais ça dépend. Ça dépend du client, ça dépend du budget. Ouais, Ça dépend. Il y en a qui veulent pas prendre le risque.
Par exemple, le framework Combine, euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai. tout le monde, il y a beaucoup de clients, on va dire les 3 derniers clients que j'ai jusqu'à maintenant pas encore intégrés. Hmm. Swift UI, comme je disais, beaucoup de clients ne l'ont pas encore intégré. UIKit fonctionne bien. Ça UIKit fonctionne très bien. fonctionne très bien. Tu définis tes contraintes avec de manière native. Associé au fait qu'il y a des librairies comme Snapkit et autres qui font du très bon travail. Donc, tu réalises, il y a un produit qui est utilisé par des millions d'usagers qui fonctionne très bien avec UIKit et Snapkit. Et pour une raison juste de commodité, tu veux passer à SwiftUI alors que et prendre le risque que certains éléments ne marchent plus ou à la rigueur dépenser de l'argent parce que passer d'un écran fait en UIKit en SwiftUI, aussi simple que ce soit, c'est quand même de l'argent. Il faut que tu payes les développeurs, il faut que tu le testes. Il faut aussi éduquer les usagers au changement, à l'éventuel changement. Et donc, les clients veulent savoir quelle est la valeur ajoutée de ce changement. Et moi, en tant que développeur, mon but, c'est de les convaincre de la valeur ajoutée, et ce qu'ils ne voient toujours pas. Alors, l'élément qui fonctionne toujours, c'est de leur dire, ça coûtera moins cher à débugger, ça coûtera moins cher à maintenir demain quand Apple fera des mises à jour, ainsi de suite. Ou tu vas peut-être gagner en termes de productivité, ça va répondre plus facilement, des choses comme ça. Donc, Ouais, ça dépend vraiment du client. ouais, c'est. Tout le monde n'est pas aussi, tout le monde n'a pas le budget pour se permettre de changer aussitôt, sachant qu'il y a des changements, des simples faits. Par exemple, je travaillais pour des clients. Tu sais, chaque été, il y a le WWDC qui sort, et j'ai des clients qui veulent bien essayer le nouvel OS, mais qui n'ont pas suffisamment de devices pour le tester. Et Hmm. de le même sens, j'avais des clients, je travaillais pour une banque. Eux, on avait des ordinateurs bien précis pour installer le nouvel OS, le nouveau Mac OS. On avait des appareils bien spécifiques pour tester le nouvel OS, pour vérifier, tester la compatibilité. Ça dépend du budget au fait que le client a. Donc tout est régi par l'argent. Ah oui, mais malheureusement c'est ça. Et moi, personnellement, moi, en tant que développeur, j'ai cette liberté de ne pas suivre ce que le client dit. Alors, c'est clair que la conférence d'Apple, c'est l'événement de l'année qu'on attend tous. On veut Là, tous le prochain, il a été annoncé, hein, le 10. d'ici 2024. On ne le rate pas. On ne le rate pas parce que On peut pas rater. c'est de là que j'ai jamais eu la chance d'être de Ah, partir. j'allais t'en parler en plus. Ouais. J'allais t'en Quand j'ai parler. toujours appliqué, j'ai jamais eu la chance, mais je trouve que la Covid a permis justement d'enlever cette barrière parce que maintenant, on peut avoir des sessions en ligne, c'est magnifique. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. D'ailleurs, c'est gratuit. Apple, pas plus tard que le 27 mars, ils ont Oui, ouvert leur chaîne YouTube, Apple Developer. c'est ça, Donc ouais. là, les vidéos, maintenant, ça, ils ont tout mis. Ouais. Là, ils envoient et je sais pas, moi, après, c'est plus une prédiction, Mhm. mais je pense que pour iOS 18, je pense dans cette WDC, là, je crois qu'il va y avoir du lourd. Il y a du lourd tout le temps, hein. Elle du lourd tout le temps, ouais. Il y a du lourd tout le temps. Mais t'inquiète pas, sur la fin, tu vas me partager un peu tes prédictions, les trucs que t'aimerais, c'est cool. Mais si je te partage un petit peu, Mhm. franchement, moi, je suis allé la première fois en 2014 Mhm. c'était pendant la WDC 2014 d'ailleurs. Ouais. Essaye juste d'imaginer, tu vois, t'imagines la première fois que j'allais aux États-Unis en plus, Ouais. je vais à San Francisco, à l'époque où les WDC étaient dans la ville, hein. C'était pas Ouais. encore à Cupertino et tout ça. Mhm. iOS 8, Mhm. lancement de Swift, Ouais. HomeKit, ils avaient régalé. Oh Ouais. là là, c'était. Mais quand t'es dans ça, c'est un truc de fou les WDC. Ouais, ouais, c'est magique. Ah, t'imagines, moi, alors, à titre personnel, première fois au State, première conférence Apple, Ouais. et tu te manges truc, et tu dis, waouh, on a du boulot Ouais. pour 10 ans, et je Ouais. disais ça il y a 10 ans. Non, mais c'est trop. Ouais. Ouais. Non, mais ce que tu dis, c'est vraiment incroyable. Et en plus, le Covid, alors, moi, je trouve, personnellement, pour avoir vécu l'expérience des vrais WDC, Mhm. je trouve que c'est unique. C'est Mhm. bien en ligne, c'est top. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien pris le virage du Covid. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et Mhm. c'est très, très qualitatif. Il y a Mhm. aucun souci. Mais l'expérience en présentiel, là, t'es avec des développeurs du monde entier. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh,
tu es avec les gens, c'est vraiment, vraiment incroyable comme expérience. Mais C'est il y a qu'Apple, moi je pense, hein, qui peut faire ce genre de choses. Et j'en ai fait, hein. Je suis allé à la conférence, la F8, celle ouais, de Facebook, en 2017. ouais. C'est bien, franchement, c'est bien. Mhm. C'est, mais voilà, en tout cas, là c'est le fan Oui, oui, d'Apple qui parle. je C'est, comprends. Ouais. mais bon, en tout cas, si un jour, ben voilà, t'as l'occasion, même de tirer au sort et tout, c'est Ouais. vraiment incroyable, hein. C'est Ah, vraiment je sais pas incroyable. s'ils vont remettre l'ancien système, mais moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'aime beaucoup la nouvelle formule parce que ben, déjà, tu as vraiment un one-on-one avec les développeurs. Moi, chaque année, j'ai au moins cinq, en fait, j'ai au moins deux rendez-vous par jour, donc j'ai au moins 10 rendez-vous. Et Ah ouais. je convainc toujours mes clients de prendre des rendez-vous parce qu'il y a souvent des problématiques auxquelles on trouve des workarounds, mais ce serait bien de les adresser directement. Et c'est magique, c'est magique. Par contre, je reconnais que il y a pas un aspect networking. Il n'y a pas un aspect rencontrer d'autres développeurs parce que souvent, Ouais. les questions qu'on a et on n'est pas les seuls à les avoir. Donc, il y a d'autres développeurs qui peuvent aider. Oui. Et malheureusement, on n'a pas cet aspect. Donc, ça. Et, ben, sur ça, sur le networking, euh, on parle de la conférence d'Apple et c'est sûr que le gros point, c'est ça. C'est parce que les contenus, les vidéos, on les a. Euh, les one-to-one, on les a aussi, hein. Ouais, C'est-à-dire que ouais. là, tu prends rendez-vous, tu es dans un petit bureau avec le designer, celui qui a bossé sur tel truc. Mais c'est Ouais, vraiment, en plus, c'est des petites équipes, hein. ouais, ouais. Franchement, moi, je trouve ça énorme. Et le fait ils ont réussi à le digitaliser, c'est-à-dire à le rendre accessible en ligne, ce qui est Ouais, bien, c'est que ça aussi, ça donne accès à beaucoup plus de développeurs, ouais, ouais. tu vois? Mhm. Parce que comme c'est en ligne, ben, il y a juste à se connecter, participer. Et Ouais, ouais, après, il y a un groupe, voilà, sur Slack, il y a des animations et des choses. ouais. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de faire ça. Mais je te fais une petite anecdote. Parce que Mhm. moi, j'ai été surpris. Parce que tu sais, l'image que j'ai, quand j'ai fait mon premier one-to-one, je me dis, ouais, c'est les gars d'Apple, les devs iOS, ils doivent être chauds de fou, tu vois. Ouais, ouais. Et j'avais un bug, je sais plus c'était sur quoi, sur des contraintes dans UIKit. Mhm. Et je trouve pas le truc, même sur Stack Overflow, c'est pas clair, tu vois. Ouais, Donc j'ai pris mon Mac, tu sais, je le pose et tout. Et je dis à l'ingé d'Apple, voilà mon problème, je l'explique et tout. Il me dit ok, bon il vient, je me dis ah ça y est, il va me le torcher en 2 secondes et tout. ouais. Et truc, il commence à se gratter un peu la tête, il me dit attends, il essaye un truc. Et en fait, j'ai vu que c'était un dev comme moi en fait. Je te jure, c'était un dev comme moi. C'est-à-dire tu vois, il enlevait, il réessayait, il rebuild. Ouais, Ah, Xcode, il a bugué. Attends, il faut vider les derive data, tu vois. Et ouais, puis, ouais, je te dis, en fait, c'est un dev comme moi. Et à exactement. la fin, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, attends, on va regarder sur Stack Overflow. Ouais, Eh, en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est juste un dev. En ouais, fait, c'est, exactement. C'est juste un dev. Et non, je comprends totalement. Moi, j'ai une autre application, justement, l'application Bye Bye Ticket. Et j'avais des difficultés parce qu'elle utilise l'Apple Watch. Alors, j'ai un rendez-vous. Je leur explique ce en quoi consiste Bye Bye Ticket. Je leur dis, écoute, c'est une application qui t'avise quand tu dépasses la limite de vitesse. Sur n'importe quelle route. Et ils me disent, est-ce que c'est possible ça? Je leur dis, oui, c'est possible. Tu peux interroger un serveur. Et ils étaient même pas au courant en fait du potentiel, enfin, de ce qu'on pouvait faire avec Core Location et Core autres. Location, ouais. Et c'est là que tu te rends compte que, mais ça c'est un peu dans les grosses, tous les GAFA ont ce même système. Les ingénieurs d'Apple sont spécialisés dans un domaine bien précis. Oui. N'ont pas les connaissances exactes dans tous les autres domaines. Je crois qu'on leur demande de choisir le domaine dans lequel ils veulent aller. Et pour te dire, et ça, j'ai même fait un post sur LinkedIn il y a peut-être 2, 3 mois. iOS, le dernier iOS justement, a permis euh, a fait des améliorations dans Apple Pay. Donc maintenant, comme Ah oui, oui. la boucle de Apple Pay est totalement complète, ça veut dire que tu peux envoyer de l'argent à un usager Oui. sur Apple Pay comme tu peux te faire payer sur Apple Pay. Et moi, j'ai utilisé la dernière fonctionnalité, c'est-à-dire qu'un usager peut se faire payer directement sur Apple Pay. C'est-à-dire, en fait, utiliser Apple Pay comme terminal de paiement. C'est-à-dire que Ouais. bah, tu peux me payer, quoi. Non, en fait, Euh, ouais, ça existait déjà, mais moi, Parce que nous, en France, je crois, il y a pas, je crois que c'est pas encore ouvert. Je crois qu'en France, c'est pas encore ouvert. bon, moi, la fonctionnalité par exemple, je l'ai mise dans chacune de mes applications de iPad et Bye Bye Ticket.
Ben, il y a dans Bye Bye Ticket, j'ai un jeu par exemple, j'ai un système de gamification. Et quand tu gagnes, tu peux aller prendre ton gain dans le compte bancaire associé à l'application D'accord. Ok. via Apple Pay. Avant, on aurait dû utiliser PayPal ou Stripe, mais maintenant, tu appuies un bouton et tu peux reprendre l'argent. Et ça, Ok. c'est nouveau. Donc, au fait, tu fais un transfert d'un compte bancaire à une personne. C'est tout nouveau. D'accord, d'accord, d'accord. iOS Ok, 10. je savais pas. Je l'ai mis sur. Donc, j'ai soumis mon application. J'ai fait la mise à jour. Je l'ai soumise sur l'App Store. J'ai été rejeté 4 fois. Ah 4 ouais? fois. Parce que eux n'étaient pas au courant. Tu vois, les évaluateurs n'étaient pas au courant que c'était possible. Donc, eux, ils s'attendaient toujours à ce que Apple Pay serve à faire un achat. Ils s'attendaient à ce que je fasse un achat depuis l'application ou depuis un site web. Donc, ils ne comprenaient pas. Alors, j'ai donc dû prendre des screenshots de la vidéo de WWDC dans laquelle c'était expliqué. Je leur ai expliqué je leur ai dit, à un moment, le temps est monté. Chaque fois que je me faisais refuser, je commençais à prendre du retard sur le calendrier que j'avais. C'est là que j'ai compris au fait, ils sont pas experts partout, mais on ne leur en veut pas. Personne ne peut avoir une connaissance éparse et parfaite de tous les domaines, quoi. Donc, ça arrive à plusieurs développeurs, au fait. Ah, c'est marrant parce que tu vois, l'image que j'avais au départ, c'est que je me disais, c'est de se dire, ouais, ils sont experts sur tout. C'est-à-dire que tu connais le truc par cœur. Même si peut-être que je peux comprendre que par exemple les ingénieurs, peut-être, je sais pas, j'imagine qu'ils bossent sur Core Location, peut-être qu'ils connaissent pas tout dans SwiftUI. Je me Mhm. dis au moins vous connaissez au moins les trucs que vous ajoutez, Ouais, bah au moins, tu vois, ouais, parce que MapKit, t'as vu, ça a beaucoup évolué, ils ont fait des trucs. Je trouve que c'est bien, ce qui va te demander quand même de supporter iOS 17 minimum ouais, si ouais. tu veux aller plus loin, mais tu dois te dire, bon, en tout cas, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, parce que comme Apple, ils parlent jamais de ce qu'ils font, donc tu prends ce qu'ils te donnent en fait, tu vois. Exactement, ouais. C'est Ils te ça. mettent à disposition et puis tu utilises, t'essayes. Mais au moins, Et... ils ont le bon réflexe de te référer vers les bonnes personnes ou vers les bonnes Oui, ressources. Et ça, j'ai fait un projet, j'ai eu l'année passée, j'étais bloqué avec Core ML, Create ML. Create ML, donc le oui, machine learning. J'utilisais Create ML pour bâtir mon modèle et l'application, le logiciel Create ML ne fonctionnait plus. Et je me souviens, j'avais un rendez-vous de 30 minutes avec eux. Et 30 minutes après, on n'avait pas réussi à régler le problème. Donc, on a rallongé la rencontre et ils m'ont référé vers d'autres personnes qui pouvaient m'aider. Ils m'ont vraiment très, très bien assisté. Et le problème, c'était à mon niveau parce que j'avais un fichier corrompu et qui faisait que lorsque je démarrais l'application, le logiciel, ben, ça crachait automatiquement. Mais j'ai été très bien assisté et ils m'ont référé vers les bonnes personnes. Donc, je crois qu'ils sont suffisamment honnêtes pour savoir qu'ils maîtrisent pas tout. oui. Oui, mais ils sont organisés aussi parce que tu sais, ils ont un outil, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Radar ou en tout cas qui est Ouais. associé à Feedback Assistant. Tu sais, c'est un peu l'application un peu grand public pour pouvoir remonter tes bugs, hein, que ça peut être Ouais, dans ouais. Xcode, dans le langage, ou même si tu veux, t'as des idées même d'amélioration. Ouais. Ils sont, ce que je peux te confirmer, pour avoir bossé un peu avec Apple aussi, ils Mhm. regardent de tout, hein. Mhm. Ils Ouais. sont pas obligés de te répondre, par contre. Ils sont pas Ouais. obligés de te répondre. Mais Ouais. par contre, ils prennent en compte. Ils prennent en compte, ils analysent, et puis c'est pour ça qu'ils disaient de pas hésiter à envoyer, même si on pense que quelqu'un l'a déjà fait, mais ça, comme ça, tu sais, ça pop, tu vois. Ouais, Ça ouais. monte, ils se disent, bon, s'il y a ce truc-là, il y a peut-être quelque chose à creuser, et ils sont très, 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 très sur les feedbacks, tu vois. Ils sont Ouais, très, très, exactement. Ouais, ouais, c'est ça, très attentifs. je m'en suis, j'ai réalisé qu'ils étaient très forts. Les feedbacks, mais comme tu l'as bien dit, ils répondent pas toujours à tout. Donc il y a des Non. feedbacks auxquels, par exemple, là, tu vois, regarde, là, ils ont créé dans le dernier Xcode, à cause de Vision OS, ils ont enlevé il y avait, comment on appelle ça, ouais, il y a un logiciel, bon, pour faire la réalité augmentée. Ils ont C'est enlevé Reality Composer. Reality Composer. Ils l'ont retiré. Donc, dans le dernier Xcode 15, Reality Composer n'existe plus. Il existe seulement pour faire des réalités augmentées pour Vision OS. Et c'est Non. très embêtant parce que juste au moment où j'ai fait la migration, moi j'avais fait un produit sur réalité augmentée. Je fais la migration, la mise à jour de mon ordi et là je peux plus y accéder. Et on a été nombreux à s'être plaints.
Et jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'ils aient changé. Donc, souvent, ils font des choix qui peuvent vraiment handicaper certains Être projets. impactant, ouais. Ouais, ouais. Et bon, ils ont leur vision, mais c'est pas toujours bien communiqué, donc ça peut être vraiment embêtant. Bah, c'est ce qui fait que beaucoup aussi se plaignent des fois des mises à jour. Alors, je sais pas si c'est pour 100% de la documentation aussi, parce que des fois, la documentation peut référer à des choses Mhm. qui sont peut-être plus synchronisées. Alors, de ce que je vois, c'est plutôt rare, tu vois. Ouais. Mais tu vois, peut-être il peut s'avérer qu'à un instant T, tu vois, que tout soit peut-être pas à jour. Et comme je sais pas si tout est dans les changelogs, parce que tu sais, dans les versions, Ouais. si je repasse ici, attends, tu m'entends toujours? Oui, toujours oui. Ouais. Mhm. Donc, dans les changelogs, en tout cas des versions, ils mettent des fois beaucoup de choses, Mhm. et des fois il y a des choses qui passent inaperçues, Ouais. mais qui ont beaucoup d'impact, tu vois, sur le Ouais. projet, tu vois. Ouais. Donc Ouais. des fois, c'est un peu ça, mais je préfère ça Mhm. que regarder la doc de React Native ou de Flutter ou de trucs et machin pour. Donc, pour moi, ça rajoute beaucoup trop de couches et malheureusement, ben, je trouve que ça a un impact quand même sur la qualité, tu vois, générale. Parce que comme tu dis, tu vois, le fait d'avoir un expert, ou en tout cas, quelqu'un qui est dédié à la plateforme, tu Ouais. sais ce que tu vas demander, tu sais là où tu vas mettre le doigt, tu vois. Tu vas Mhm. pas juste dire ah ça marche pas, j'ai rien trouvé sur internet et Ouais. tout. Et je pense que tu vois le côté expertise, pour moi c'est pour ça que c'est important quand on parle à un consultant, qu'on parle à Mickaël, on parle à Rudy, c'est d'accompagner, tu vois, le client. Parce que Mhm. dis-toi que même le développeur pour qu'il soit à jour, t'as vu l'effort que ça peut demander, Ah oui, énorme. les expérimentations, Mais et bon c'est ce là, qui fait qu'on aura tu toujours du parles même boulot. pas de la rétrocompatibilité. Imagine-toi, tu fais une mise Oui, à jour, mais tu dois t'assurer que ta mise à jour fonctionne pour les anciennes versions ou les anciens téléphones. Et ça dépend du client, ça dépend du projet. Il y a des projets pour lesquels il y a des clients qui veulent pas faire des mises à jour. Donc, tu dois quand même les maintenir. C'est tout un défi. Voilà pourquoi personnellement, le choix de rester dans iOS me convient. Et, ça va très bien, hein. ouais. Ah, ça va très 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 bien, t'inquiète pas, hein. Moi, j'ai mis les mains un peu d'Android. Je sais pas si t'as essayé aussi de mettre un peu les mains, t'as une expérience un peu en Java, mais est-ce que t'as juste par curiosité ou est-ce que tu t'es dit, tiens, vas-y, comme je sais dev, je connais ce que j'ai fait sur iOS, tiens, je vais essayer de faire la version Android. Est-ce que ça, c'est quelque chose que t'as déjà fait, ça? Alors, Mais non, pour toi, hein, pas pour un client, hein. non, non, je ne l'ai jamais fait parce que comme je te dis, je suis vraiment un convaincu, un peu trop même d'Apple. Par contre, j'ai déjà lu du code Android, mais c'était fait en Java parce qu'avec des collègues, je devais par exemple m'inspirer. Je travaillais sur un projet qui avait son pendant en Android et puis il fallait que je prenne la logique. Donc, ils m'ont envoyé le bout de code en Android et puis je l'ai lu et compris la logique pour le Ok, faire. ouais. Donc, mais non, Non, non. non, ok. Et comme je te dis, moi, mon application de stationnement iPad. Comme je dis au début, je l'ai faite tout seul. Donc, je l'ai faite iOS et backend. Ensuite, j'ai engagé un développeur backend et j'ai engagé un développeur Android. Et comme Ouais, ça, tout est clair. Si j'ai une difficulté, je l'appelle et il la règle. Je ne veux pas me donner la lourde tâche de maîtriser tous les langages. Je ne serai bon nulle part. Mais dès qu'il y a un problème iOS, moi, je peux m'attribuer la responsabilité et le régler de manière pleine et responsable que de tout faire. Non, je peux pas. et ça, sur l'Apicast, c'est le mindset de l'entrepreneur. Mhm. C'est le mindset de l'entrepreneur. Parce que beaucoup, alors ce que tu dis, c'est très 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 bien. On va parler entrepreneuriat. Ouais. Ce que tu dis, beaucoup se trompent sur Mhm. l'approche de faire une application. Ouais. Parce que quand tu crées une app, si tu entreprends et tu veux créer un business par-dessus, il faut que tu mettes les bonnes ressources. Ouais, exactement. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans les faits ou de me dire, bah, moi je sais faire, moi je suis passé par là aussi. Mhm. Je vais le faire moi-même, puis je vais tout faire et puis je vais tout prendre pour moi, tu vois. Tout ce Ouais. que je vais gagner, ça sera pour moi. Et ça, je pense que c'est une erreur. Et du coup, ton parcours entrepreneurial, il commence vraiment quand pour toi? C'est-à-dire quand tu deviens freelance, parce que je crois que tu m'as dit que tu étais encore salarié au début, tu sais, avais Oui. doublé ton salaire, ça c'est déjà top. Mhm. Mais vraiment le switch, tu vois, où là tu dis, ok, vas-y, j'y vais là. C'est quand j'ai démissionné, c'est en 2011, 2010, 2000, ouais, fin 2000,
Ouais, j'ai démissionné une semaine après le décès de Steve Jobs. Donc, il est décédé, je crois, en octobre, j'ai oublié, le 10 En ou 2011, hein. ouais, Octobre, c'est octobre, fin d'année 2011. le 11 octobre, un truc comme ça. Et aussitôt après, une semaine après, j'ai démissionné. Et en 2012, je me suis lancé à 100%, vraiment 100% à mon compte. Et je revenais du Congo. J'étais parti au Congo pour justement créer ma compagnie. Et c'est au retour du Congo que j'ai commencé à faire mes produits justement pour répondre à des besoins, mais partout. Je me suis pas cantonné à l'Amérique, mais je me suis vraiment parti. J'ai commencé par l'Afrique et j'avais fait à l'époque un produit qui s'appelle Car TV. Car TV, au fait, c'est des iPads qui diffusent des publicités géolocalisées qui étaient installées dans les bus. Il y a encore des vidéos d'ailleurs sur Internet. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à me lancer et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et comme je dis, d'un point de vue technique, ça marchait et ça marche encore. C'est fait un objectif C. Ça roule Hmm. encore d'ailleurs. Pas de bug. C'est bien. Mais d'un point de vue marketing, justement, comme je voulais tout faire, parce que c'est ça, en fait, au début, maintenant, quand je vous dis que je ne fais pas tout, c'est parce que dans le passé, je faisais tout. Et ça ne marchait pas. Donc, j'ai tiré des leçons. Je voulais t'amener là, hein. Ouais. J'ai tiré Je des voulais leçons. t'amener sur ce terrain. Ah oui, non, c'est-à-dire que j'ai touché à tout, et j'ai tout voulu faire tout seul, et j'ai pas échoué partout, mais il y a des domaines dans lesquels j'ai beaucoup échoué, et ça m'a permis de comprendre que il faut laisser les expertises aux experts. Et l'aspect marketing, justement, je n'ai pas réussi dedans. Et l'aspect technique, ça a avancé. Donc, c'est là que je me suis vraiment lancé dans l'entrepreneuriat avec tous les hauts et tous les bas que cela engendre. Mais tu vois, ce que tu dis, moi, franchement, ça me fait super plaisir parce que je me revois Ouais, à pareil, à tout faire parce que tu penses, tu sais, c'est la même époque où on parle, c'est être développeur iOS, c'est comme si tu as un super pouvoir, tu vois. ouais, On t'a exactement. confié quelque chose, tu vois, tu as un truc et Ouais. tu sais, voilà, peut-être tu peux changer le monde ou tu peux avoir de l'impact et tout. Et, et forcément, mais personne te l'a appris. Moi, en tout cas, moi, on me l'a pas appris. Tu vois, je suis pas d'une famille euh, où j'ai des chefs d'entreprise. Tu vois, mes parents ils sont plutôt enfin, ils sont à la retraite là, mais Mhm. ils étaient fonctionnaires. Donc, tu vois, j'ai pas grandi avec cette culture, tu vois, de l'entrepreneuriat. Je sais même pas ce que c'est, tu vois. Mhm. Ouais, D'ailleurs, je donne une définition à l'entrepreneuriat bien plus tard, tu vois, dans ma carrière. C'est quand tu accumules les erreurs avec ça, tu dis, ouais, ah, c'était ça en fait, tu vois. c'est sûr. Et, et du coup, mais je pense que t'en as quand même tiré quelque chose de positif, je Ouais, pense, de tout ça. bien sûr, bien sûr. Mais j'avoue que en Amérique, le Canada étant très influencé par les Bien États-Unis, sûr, bien sûr. les erreurs ne sont pas mal vues. On te D'ailleurs, pointe pas du doigt, on te dit, ah, tu je me t'as souviens une fois, raté. j'avais une application que j'avais faite pour la Coupe du Monde en 2014. Elle s'appelle Golden Mike of Football. Là encore, un échec. Techniquement, succès. Commercialement, Ouais. échec. Mais je fais une entrevue quelques temps après. Et j'arrive, je fais l'entrevue avec un développeur. Ah, d'ailleurs, c'est un Français, un développeur français. J'ai oublié son prénom. Et je lui fais la démonstration. Je lui dis, écoute, voici le produit, tout et tout. Et pendant la démo, l'application crash. Ah, Aussitôt après, je me souviens, c'était 10 minutes après l'entrevue, je m'en vais et je reçois un email pour me dire que j'ai été pris. Alors que j'ai fait une démonstration qui a été un énorme échec. Mais ah ouais. il a compris le potentiel et autres. Alors non, les erreurs, il faut en faire. Il n'y a pas meilleur enseignement que les erreurs. Et je me souviens, j'avais écouté une entrevue à Montréal. Il y a il y a des investisseurs qui n'investissent que sur des compagnies qui ont eu au moins 2 ou 3 échecs majeurs. C'est Hum, impressionnant, c'est même paradoxal. Mais c'est parce que vous avez eu 2, 3 échecs majeurs, que vous avez pu vous relever, qu'ils vont investir sur vous. Et moi, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup Michael Jordan et ouais. Kobe Bryant. Regardez toutes les stars, tous ceux qui ont réussi, aussi bien Mbappé que Kobe Bryant, comme j'aime le dire à mes enfants. Kobe Bryant est celui, je crois qu'il a environ, il avait 14 000 shoots, il avait 14 000 tentatives échouées Ouais. de, de, d'essais. Donc, il a essayé 14 000 fois et il a échoué 14 000 fois à marquer. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché d'avoir Bien gagné sûr. 4 fois le championnat. Donc, c'est parce que vous essayez et parce que vous échouez que vous réussissez. Et moi, je n'ai pas peur. Mais j'ai grandi au Congo où, évidemment, on est pointé du doigt parce on échoue. Mais j'avoue que ce mindset, j'ai dû le changer pour
être à l'aise avec l'échec. Et j'ai même peur lorsque ce que je fais fonctionne de manière trop fluide. Il me dit quelque chose. Ouais. Alors, ce que tu dis, c'est super intéressant Ouais, parce que, euh, en fait, ça, c'est parce que tu as connu ce que c'est d'échouer. ouais, ouais, Mais ouais. quand tu t'as pas eu cette impression, en tout cas, moi, par exemple, moi, à l'inverse, tous les trucs que tu faisais, bah, ça marche, ça marche, ça marche. Bon, ben, ça marche, tu vois. Ouais. Jusqu'à quand ça va marcher? Et ben, Mhm. c'était exactement la même chose, tu vois, avant le développement, tu sais, je faisais des vidéos. Tu vois, j'avais fait ma petite boîte de production audiovisuelle, montage, clip, tout ça, tout ça. Et, et à chaque fois, c'est une rencontre, quelqu'un qui te propose un truc, Ouais, un contrat, un projet. Après, tu te dis, ah, vas-y, je te laisse le studio. Et ça fait que monter, 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 monter. Et mhm. en fait, tu sais même pas ce que tu fais, si c'est, bah, tu sais que c'est bon parce qu'on te demande plus, mais tu sais pas ce que tu peux corriger. Et Ouais, les échecs, je pense, c'est ça, en fait, qui est bien. Parce que tu sais, ah, ça, je veux plus faire ça. Ou, il faut plus que je fasse ça, tu vois. Et après, tu continues, tu continues. Et t'as l'impression que tu montes. Mais plus tu montes, plus la chute, ouais, ouais. elle est dure. Et ben, c'est ce qui m'est arrivé. Ouais, c'est sûr. Mais Et voilà, la ouais, chute, elle est dure. c'est Dure, hein. sûr. Voilà pourquoi il est préférable d'avoir des échecs réguliers pour éviter que la chute soit trop Ah, abrupte c'est très, et très dur. pour que justement tu puisses remonter rapidement. Mais pour que tu aies des échecs réguliers, il faut constamment essayer. Exactement. Aussi simple que ça. Exactement. C'est quand, je te dis, regarde le basket. Le basket, c'est vrai, ou même le football. Mais le basket surtout. Combien de fois est-ce que les joueurs essaient des tentatives de... Ils essaient des tonnes de fois avant que ça ne rentre. C'est rare. Et c'est même tellement rare que quand ça arrive, c'est remarqué. Je sais plus trop si c'était Stephen Curry ou un autre joueur, mais c'est un des joueurs qui avait presque réussi tous ses 10 shoots, ben pas 10 shoots, mais ses 5 ou 6 premiers shoots en 3 points, sans échec. C'est Ouais. tellement rare que ça a été souligné parce que on est habitué à ce que tu réussisses la première fois et que tu échoues la deuxième fois. Tu réussis la troisième fois et tu échoues les deux suivantes, et ainsi de suite. Mais lorsque ce joueur a mis au moins 5 ou 6 paniers d'un seul coup, c'était pas grand-chose. Mais c'était suffisamment rare pour être souligné. Ouais, Parce que ouais. et ça, moi, personnellement, je ne stigmatise pas ceux qui échouent. Au contraire, je les garde pas loin parce que eux, ils savent quels sont les chemins qui ne marchent pas. Et Ouais, c'est ça. c'est vraiment ça, il faut les garder. Et il faut les garder. Bref, on a souvent tendance à ne même pas prendre, à ne même pas recommencer avec l'équipe qui a échoué. Mais au contraire, il faut Hmm. les garder parce que c'est eux qui savent quel est le chemin qui n'a pas marché. Ils savent quelles sont les embûches qui n'ont pas marché et autres. Et il est surtout important de justifier les échecs, de savoir pourquoi on a échoué. Oui, Ouais, c'est ça. Et je pense que cette expérience, ça t'amène de la maturité, ça t'amène de la confiance. Le mot confiance, je pense qu'il est très important, en fait, dans ce que tu dis. ouais, ouais. Parce que cette confiance va t'amener à ne pas avoir peur d'essayer. Mhm. Parce que qu'est-ce que tu risques? Moi, tu sais, quand on me pose la question, c'est plus facile, tu vas me dire, à dire quand tu as 10 ans, 12 ans d'expérience, tu vois, sur le domaine. Parce qu'en Mhm. 13 ans, j'en ai raté des trucs. J'ai Ouais, plus raté que réussi. ouais, ouais, Surtout, tu vois, les entretiens. Tu vois, ouais, ça, c'est un autre truc. ouais. Mais, mais j'ai pas peur de rater un entretien. Tu sais pourquoi? Parce que l'entretien, tu le vois comme une opportunité de parler avec quelqu'un, de Bien ce que sûr. tu sais faire, Mhm. de ce que tu vois. Euh, et dans ce que tu rates, il y a des choses que tu réussis. Oui, bien sûr. Si tu additionnes, tu fais la balance, j'ai peut-être raté plus, mais ce que j'ai gagné, ça n'a pas de valeur. Oui, Donc, exactement. ça vaut le coup, tu vois, au Mhm. final. Donc, il faut pas avoir peur d'essayer. Ouais. Faut pas avoir peur d'essayer. Et je pense que le sport, je pense que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de gens, en tout cas, Mhm. qui écoutent le podcast. Moi, tu vois, par exemple, je suis fan du PSG. Ouais. Donc, on peut en parler beaucoup des échecs au PSG. Ouais, ouais, ouais. Surtout, notre sujet, c'est la Ligue des Champions, bon, tu Ouais, vois. mais Mais il faut, il faut se dire, il faut se mettre dans les conditions euh, pour gagner, tu vois. Faut pas Mhm. se dire, ouais, je joue, si ça marche pas, ça marche pas. Non, Ouais, quand tu passes un entretien, c'est pour gagner, c'est pour passer à l'étape d'après. c'est ça. Tu sais, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé d'un entretien. Tu sais, j'ai fait un entretien chez Apple Mhm. pour un poste, mais c'est un poste de QA. Tu vois, moi, je m'étais trompé. J'avais Mhm. fait une vidéo sur ça. Bon, j'ai raté l'entretien. Bon, c'est plus parce que j'étais pas face au bon poste. Ouais, ouais. Mais en vrai, ce qui est bien, et je fais une parenthèse, et je remercie Apple pour ça, ils m'ont quand même respecté parce qu'ils savaient que j'avais plus un profil software, tu vois, software Mhm. engineer. Ouais. Ben, ils m'ont quand même respecté comme un candidat, tu vois. Mhm.
Et oui, je le dis avec du recul, je rigole. Aujourd'hui, j'ai raté mon entretien chez Apple. Ouais. C'est Non, mais marrant parce que sinon ouais, j'aurais pu dire je suis QA, tu vois. Aujourd'hui, je suis oui, QA. il y a tellement pas de mal, tellement pas de mal. Et Non, par contre, c'est très important de savoir ce pourquoi on a échoué. Et j'ai fait cybersécurité durant la Covid. Durant la Covid, je me suis formé, j'ai eu un certificat en cybersécurité. Et j'ai appris un concept que je connaissais pas, ou que j'ai appliqué, mais sans pour autant le nommer. C'est la théorie ou le principe des five whys. Quand il y a un échec, il faut se poser la question, mais il faut les aligner 5 pourquoi. pourquoi j'ai échoué. Ou même pas les échecs, pourquoi j'ai réussi. Parce que Oui, la sécurité, lorsqu'il y a une intrusion ou lorsque vous avez identifié, lorsqu'on a identifié la cause d'un problème, il faut le justifier. Mais la justification doit être parfaite dans le sens où il faut vraiment qu'on voit une relation de cause à effet. Et c'est là que les five whys arrivent. Pourquoi j'ai échoué? Ok, parce que j'avais pas d'argent. Pourquoi j'avais pas d'argent? Non, parce que j'avais pas les bons joueurs. Ok. Pourquoi j'avais pas les bons joueurs? Parce que j'avais pas d'argent. Pourquoi est-ce que j'avais pas d'argent? Ainsi de suite. Et là, je parle du PSG, par exemple. oui. PSG, non, mais c'est un exemple, mais il y a des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions ou même qui ont fait mieux que le PSG sans avoir tout le budget. Si Bien le sûr. PSG se posait les bonnes questions, ils arriveraient aux bonnes réponses et ils dépenseraient pas autant d'argent. Et dans le domaine des applications, c'est la même chose. Et dans le domaine du marketing surtout. Mais il y a des génies qui ont fait des campagnes marketing excellentes sans dépenser les mêmes sommes colossales que Bien les sûr. grands ont fait. Parce qu'ils ont identifié leur cible, ils ont identifié, ou peut-être ils ont échoué. Ils avaient des grosses sommes, ils ont échoué. Et en appliquant la théorie des five whys, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin d'autant d'argent pour réussir, donc ils recommencent différemment. Et ça, on ne peut pas le savoir si on n'échoue pas. En tout cas, moi, je suis Ouais. vraiment, j'ai pas, je suis même fier des échecs que j'ai eus. Oui, t'es reconnaissant, bien Oui, sûr. bien sûr. Ah, Bien c'est sûr, bien sûr. magnifique. Parce que ça te fait grandir et puis ça te fait aller après un peu plus loin. Parce que Mm. tu nous disais en introduction aussi que tu avais ton agence. Ton Oui. agence, elle est venue après, c'est-à-dire que donc t'es passé salarié freelance et t'as créé ton agence au bout de combien de temps du coup? Ah non, alors mon agence, je l'ai créé assez tôt. En fait, je l'ai même créé Assez tôt, ouais. oui, je l'ai créé en 2009 lorsque je commençais justement D'accord. ma certification en Java. Parce que lorsque je me suis mis à, lorsque j'ai, quand j'ai commencé quand je développais les logiciels et que j'ai perdu mon emploi, un des clients qu'on avait a voulu que je travaille pour lui, pour maintenir ses logiciels. C'est donc là que j'ai créé ma compagnie, mais à l'époque, je l'avais juste créé pour ce besoin, pour ce client, mais par la suite, je l'ai vraiment mise à disposition d'autres produits. Donc, mais comme je dis, je mets beaucoup plus en avant mes produits que ma Ouais. balance, quoi, ouais. Ouais. Ouais, bah justement parce que tu en as fait beaucoup, parce que tu m'as dit que tu as 6 applications, je crois, sur le store, mais les plus grosses, hein, c'était iPap Euh, et ouais, Bye Bye Ticket. ouais. Est-ce que est-ce que on est-ce que tu envie de ça? Est-ce que voilà, tu as fait 2 applications et là c'est bon, Rudy, cravate ou beau gosse et c'est bon. Ouais, Ouais. t'es pas obligé de parler de prix, hein. Mais Mhm. c'est juste, est-ce que, voilà, est-ce que on se dit à un moment donné, ok, je fais des apps, c'est Mhm. cool, je sais faire les produits, Ouais, super. Même je les fais en Objective-C, même en 2024, y a pas de problème. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui t'as envie de ça? C'est une très bonne question. Non, j'en vis pas encore. Ça permet de payer les factures. En fait, les apps, elles vivent d'elles-mêmes. J'ai pas besoin de prendre mon argent personnel pour les financer. Et même pour payer les consultants avec qui je travaille, j'ai pas besoin parce que Bye Bye Ticket, par exemple, le modèle d'affaires, c'est que c'est la souscription. Donc, tu t'abonnes 5 dollars par mois et puis suffisamment de clients pour que je puisse maintenir et me payer moi-même. Mais vivre de ça au point où je pourrais arrêter de travailler pour des consultants, non, mais c'est pas loin. Si on se reparle, dans quelques années, je te Ah, donnerai mais les- moi je te le souhaite, hein, moi je te le souhaite. Mais, par contre, la manière, et ça c'est vraiment, parce que c'est la manière dont je pourrais dire que je vide mes apps, c'est parce que ça me donne une visibilité qui attire des clients. Et comme je te dis, quand j'ai fait mon application de géolocalisation carte TV que j'ai faite en Afrique, au Congo, ça n'a pas marché. Techniquement, ça marchait, mais d'un point de vue commercial, j'ai échoué. Le modèle d'affaires n'était pas bon. Et quand je suis revenu au Canada et que je cherchais des emplois, quand je montrais ce que j'avais fait, les clients étaient
ébahi par ce que j'avais fait. Automatiquement, ça me donnait des contrats. Donc, je faisais pas d'argent avec le produit, mais ça me servait de vitrine. Et, Oui, bien sûr. et Je vois ce que d'ailleurs, tu veux dire. l'expertise que j'avais me permettait de. Et jusqu'à maintenant, j'ai des clients qui m'appellent parce qu'ils ont utilisé mon produit, ils veulent ils s'inspirent de ça pour faire tel autre produit. Donc oui, ça, c'est surtout une vitrine. Mais comme je te dis, on se reparlera dans peu de temps et je te donnerai notre réponse. Ah oui, oui, ben écoute, en tout cas, je te souhaite, hein. Ça se trouve, ça va être dans 6 mois, on sait pas, hein. Oui, ou bien avant. Mais Ou avant. ouais, j'ai des amis, par contre, j'ai un très bon ami qui, lui, il a eu ils ont eu, et je peux dire qu'il en vit, mais je ne sais pas, ils n'ont jamais dit quels étaient leurs. Mais eux, ils ont vendu leur application à Microsoft. Ah, Ah ouais, ça, c'est le rêve, évidemment, de tout dev. Mais ils ont été très, très intelligents dans le sens où, et à l'époque, ils ont fait leur app, ils étaient étudiants. Et leur application, ils ont été financés par des investisseurs. Et ils ont commencé à vendre, du moins à mettre leurs produits aussi bien au Canada, aux États-Unis, mais surtout au Japon. Ils ont eu beaucoup de succès au Japon. Donc, ils ont beaucoup voyagé pour aller faire la promotion de leurs produits. Et lorsque Microsoft a lancé son App Store, oui. eux, ils ont eu le réflexe d'être les premières applications sur l'App Store de Microsoft. Donc, avant même qu'il y ait eu des tonnes d'applications, ils ont été les premiers et ils ont été spotés, identifiés par Microsoft qui euh, leur a fait une offre. Et on ne sait pas combien. Parce que Ouais. quand on les taquine, ils disent toujours que les investisseurs ont récupéré leur argent. Mais je peux dire que, en tout cas, ils ont eu suffisamment pour en vivre parce que c'est pas. Et tu vois, ça, tu vois, non seulement ils ont vendu leur application, mais le simple fait que sur leur CV, qu'ils disent j'ai vendu mon application à Microsoft, mais Ouais, bien ça sûr, bien ça sûr. leur ouvre beaucoup de contrats. Et moi, c'est la même chose. Donc, c'est un peu. Non, mais c'est bien. Mais indirectement, voilà. C'est bien parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a cette image, tu sais, au tout début, tu sais, il y avait quand l'App Store est arrivé, Ouais. celui d'Apple, tu sais, t'avais plein de petites apps, c'est pour rigoler, tu vois. Mais Mhm. en tout cas, qui a fait que ça a buzzé, tu vois. Ah Ça a ouais. buzzé assez vite. Et je me rappelle, les développeurs de l'époque, il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent, hein. Ouais, bien sûr. Ah, Ah, il y en a, ils ont gagné beaucoup, beaucoup ouais. d'argent, hein. Il y en a. Moi, il y a beaucoup de développeurs canadiens, québécois qui sont millionnaires. Ah Il y a- oui, oui, ah oui, oui. vraiment, il y en a qui ont fait leur argent, qui ont arrêté. Le produit n'existe plus systématiquement. Et puis, je me souviens, je suis passé. Il y a un reportage que je pourrais d'ailleurs te partager. D'ailleurs, le titre du reportage, c'est La ruée vers l'or. Et donc, Hum, c'était en 2010. Radio-Canada, une chaîne canadienne, la première chaîne canadienne, faisait un reportage sur les développeurs, sur les applications mobiles. Et j'en faisais, du moins, le reportage, je faisais partie du reportage. Et il y a un développeur dedans qui, lui, à l'époque, son application s'appelait Rocket Taxi. À l'époque, en 2010, ça permettait de déterminer le prix d'un itinéraire. Donc, je pars de là à là et ça détermine l'itinéraire. Et c'était 3 ou 4 dollars. Et ça a eu un succès énorme. C'est sûr que, ouah. pour te dire, quand moi j'ai fait mon application, quand les médias ont fait une couverture sur mon application, le lendemain de la couverture, j'ai eu 100 000 téléchargements 100 000. gratuits. Tu réalises, si j'avais mis ça à 1 dollar, Ah ouais. même à Ah non, 5 mais là, dollars, c'était sûr, c'est sûr j'aurais que là, tu peut-être pas eu 100 ramasses. 000, mais j'aurais eu. Ça, c'est le Ah premier jour. Le ouais. deuxième jour, voilà, j'étais l'app était parmi les premières, bon, au moins pendant une semaine. Donc lui, tu vois, c'est Rocket Taxi à l'époque, ça répondait à un besoin énorme puisque les clients avaient le sentiment de se faire voler par les taxis. Ouais. Donc lui, son application te permettait d'entrer l'origine, donc là où tu es, et la destination, et tu avais une estimation approximative du coût de la course. Et donc, ça te permettait de te préparer. Donc, c'est sûr, il y en a plein qui réussissent. Et il y a beaucoup de channels sur YouTube qui montrent justement comment les indie développeurs arrivent à faire. Il y a beaucoup de produits. Il y a un développeur à Londres qui a fait une application de, de transit, au fait. Et lui, il n'a pas dévoilé le chiffre, mais je crois qu'il doit faire peut-être 1 000 dollars par semaine. Hmm. Donc, oui, il y en a, mais le plus dur, c'est pas de faire l'application, c'est de la vendre. Non, voilà. Merci. Merci, Rudy. Parce que ce point-là, je pense, c'est un point que les développeurs, euh, quand bien même qu'ils soient très très bons, hein, que ce soit Ouais. techniquement, tout ça, savoir vendre, c'est une compétence. Ah, oh là là.
C'est une compétence. Parce que c'est sûr que, tu vois, le succès d'une app, il va forcément, les gens, ils payent pas pour rien. Quand on paye pour un service. Tu vois, quand j'achète quelque chose, ça me rend service. Ouais, ouais. Euh, mais, mais savoir vendre. Alors, peut-être au début, tu avais peut-être moins besoin de compétences marketing. Là, il y avait un besoin qui est clair. Ah, Ouais, tiens, il y ouais. a ce truc-là, boum, ça va direct, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, j'ai le sentiment, tu regardes, les apps, elles ont beaucoup évolué. Tu as bien vu, hein, maintenant, on a des designs qui sont beaucoup plus travaillés. Puis, il y a des nouveaux métiers, hein, c'est UX designer et tout. Est-ce que toi, t'accordais une grande importance au design à l'époque, parce que tu disais que tu faisais un peu tout, mais Mhm. est-ce que le design, tu t'es dit, bon, ça, je peux encore, tu vois? Ouais. Alors non, la réponse est claire. Au début, j'accordais pas beaucoup d'importance au design parce que je faisais un design très basique qui répondait à un besoin. La réponse est non. Maintenant, j'en fais un peu plus. Je fais plus attention au design parce que c'est devenu un critère. Les gens veulent de beaux boutons. Mais c'est Ouais. surtout au UX que je Ouais. fais attention. Je voudrais que le bouton ait sa place. Je voudrais que la couleur ait sa raison d'être. Je voudrais que le texte soit beaucoup plus expressif. C'est surtout ça. Parce que tu as beau avoir une application qui est très belle si elle répond pas à un besoin, ou Oui, il si faut quand même qu'elle réponde à un besoin. qui est mal expliqué ou qui n'est pas justifié, tu n'iras pas loin. Ça crée plus de frustration. Et si je peux me permettre, je me suis beaucoup inspiré du scandale de l'application de la SNCF ici en France. L'année passée, je crois, il y a 2 ans, parce qu'ils avaient fait une migration. euh, Ah oui. Ils avaient fait une migration, une mise à jour, mais que les nouveaux usagers n'ont pas compris. Et vraiment, c'est un cas d'école. Je me souviens, j'ai lu beaucoup d'articles sur la frustration, les commentaires sur l'App Store et autres. Et c'est ça, en fait. Oui, le design peut être beau, mais si vous changez totalement le UX, si vous changez, vous brisez ce qui fonctionnait avant et surtout si ce qui arrive n'est pas bien compris, ça brise le flow. Eh ben, c'est quoi en plus, là, tu as mis le doigt sur le vrai sujet. Alors, déjà, je vous dis tout de suite, moi, j'y suis plus, hein. C'est-à-dire que les bugs, les trucs, les retours, Ouais, c'est pas à moi. Il y a un support, vous envoyez. Non, mais avant, quand j'étais le seul dev au début, tu sais, quand je suis arrivé. ouais, Donc, je m'occupais un peu de tout. C'est super expérience, hein. ouais, excellent. Super expérience. Mhm. Et jusqu'à aujourd'hui, je remercie Sébastien. Tu vois, s'il écoute le podcast, jusqu'à là, Ouais. franchement, c'est top. Mais ce que tu dis, c'est cette expérience-là. J'ai failli mettre un tweet par rapport à ça. Mhm. Parce qu'en fait, ils avaient tout changé. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il y avait vraiment une rupture même technique, hein, parce qu'ils sont passés on était en natif, full natif, iOS, Android. Ils sont Mhm. passés sur Flutter. Ouais, Mais il y a un nouveau design et tout a changé. Tout a mhm. été bouleversé, si tu veux. Il y Ouais, a des gens aussi, ce qui était grave, c'est qu'il y a des gens, ils n'arrivaient plus à récupérer leurs billets qu'ils ouais, avaient. ouais, ouais. C'est chaud, hein. C'était Ouais. très chaud, hein. Mhm. Après, j'ai Ouais, dit, bon, ouais, c'est vraiment un cas d'école et je l'avais déjà vécu dans le passé pour une autre application, mais tu en perds des clients. Tu en perds, ouais, surtout qu'au Canada, si je ne me trompe pas, si vous avez une alternative à la SNCF, n'est-ce pas? oui, il y a Ouais. Captain Train. En tout cas, c'est Trainline maintenant. Et, Ouais. et puis, parce qu'au Canada, il y a l'équivalent de la SNCF, au fait, n'a pas eu un scandale similaire, mais ils se sont fait damer le pion par une compagnie faite par un développeur indépendant. Au Ah ouais, point, un indé. ouais, au point où ils ont dit, ah, c'est le Graal pour tout développeur. Tu réalises, la compagnie officielle de transport, la STM, a décidé de retirer son application et a suggéré l'application d'un concurrent qui est un développeur indépendant. Ah ouais. Ils ont dit dans le journal, nous retirons notre application, nous vous suggérons d'utiliser l'application Transit. Il n'y a Ah pas de oui, mais ça, c'est énorme. Ah, reconnaissance. mais attends, Transit, c'est pas l'application verte, là? Oui, 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 avec un logo. Ah, Ouais, ouais, je l'ai. ouais, ouais. Ah oui, Je l'utilise ici aussi, hein. oui, oui, elle est faite à Montréal. Ah bah elle est super, franchement, elle est vraiment Ouais, simple. J'aime beaucoup, hein. oui, oui, oui. Je crois qu'ils sont dans plusieurs villes, bah, les grosses villes, Paris. Ouais, Euh, Paris, ouais, je l'ai, ouais. donc ça, tu vois, c'est vraiment pour un développeur, c'est bien parce que tu te rends compte que le bon travail est récompensé. Et donc la SNCF, c'est vraiment un cas d'école. Je ne savais pas qu'il y avait une migration aussi forte que celle-ci, mais les Ouais, usagers, c'était forte ouais. migration technique, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mhm.
Mais en tout cas, très content d'apprendre dans l'Appicast que Transit, c'est une application canadienne que Ouais, ouais. j'utilise, donc Mhm. qui est disponible sur l'App Store, comme les applications aussi de Rudy. D'ailleurs, Ouais, Rudy, tu nous diras, hein, on mettra aussi les liens aussi pour qu'on oui, puisse, oui. bien sûr, rester en contact aussi avec toi. C'est un peu Merci. aussi l'idée aussi de l'Appicast et aussi découvrir aussi les apps. Hein. Les apps, elles sont Mhm. disponibles. Donc, Ouais, alors là, je vais pas imiter l'accent canadien parce que je ne l'ai pas, ouais. mais pour tous les Canadiens en tout cas qui écoutent ou qui regardent la vidéo, téléchargez les applications de Rudy Ouais. et ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Mais non, franchement, tu vois, alors on arrive à la fin, hein, on arrive à la fin de l'émission, mais ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est ça, tu vois, l'œil d'un expert, tu vois. Mhm. Tu vois, un expert, c'est quoi en vrai? C'est pas que le code. T'as bien vu? Le code, c'est bien. On peut faire des bons produits, comme tu veux. Mais à Ouais, la fin, il y a un utilisateur. ouais. À la fin, il y a un marché. Comment j'y réponds? Comment j'amène le truc? Ou comment je conseille des clients? Donc, parce qu'il y a plein de façons de gagner de l'argent. Mhm. Je revends mon app, je donne du conseil, je vends du service. Moi, c'est pour ça que je me régale. Ça fait 13 ans, je suis dit, oh là là. Moi, je me régale. Moi, je Ouais. sais pas pour toi, hein, Rudy, mais moi, Ah, je me bien sûr, régale tous bien les sûr. jours. Hein. Bien sûr. Et surtout, on se renouvelle chaque été lorsqu'il y a la nouvelle conférence d'Apple. Pour moi, c'est comme aller à la messe. C'est vraiment, vraiment. Ouais. Et Non, à un moment, on se dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Parce que pour moi, je me dis, bon, ok, déjà, je recontacte mes anciens clients en leur disant en quoi leurs applications peuvent être améliorées. Mais je me demande toujours comment je peux améliorer les miennes. Et Hmm. surtout, j'essaie de bien de trouver la meilleure manière de les exposer. Et c'est ça qui est magique. Et surtout, les développeurs indie, comme on dit, ont beaucoup de liberté c'est-à-dire, je trouve une idée, moi, je vois une fonctionnalité, je la comprends et en une semaine, je l'intègre. Après, je la Ouais. soumets. Ce qui ne peut pas être fait en entreprise. En C'est vrai, entreprise, c'est vrai, c'est vrai. tu ne peux pas comme ça, sur un coup de tête, implémenter une fonctionnalité parce Non. que tu aimes ou parce que tu la trouves utile. Il faut de l'approbation du PO, justement, du product owner. Il faut Product owner. tellement, tellement de cycles. Non, mais c'est ça. Mais en tout cas, s'il y a même des développeurs, des jeunes ou des indés qui se lancent, pareil, hein, n'hésitez pas à partager aussi vos histoires. Moi, j'aimerais bien raconter des histoires vraiment des indés. Mhm. Parce qu'en fait, quand t'es indé, ou quand t'as ton projet, moi qui étais side project au départ, quand tu le prends comme ça, tu dis, tiens, il y a iOS 18 qui sort. Ouais. Vas-y, je vais faire une version iOS 18 à la sortie. Et je vais Mhm. mettre la feature qu'ils ont mis Apple là. Vas-y, je vais la mettre en premier. T'as Voilà. la main sur ton truc. Parce que dans tous les cas, le marché va dans ce sens-là. Ouais. Après, l'inverse, je comprends aussi les clients qui se disent, regarde, nous, on a des millions de users. Moi, j'ai des stats, hein, je pourrais te montrer. Dans Mhm. l'application, je peux pas les montrer. Mais il Ouais. y a des vrais stats. Et tu te dis, ah ouais, en fait, on peut pas juste upgrade. Parce que upgrader, c'est Mhm. vraiment des parts de marché en moins. Ouais, bien sûr. C'est de l'argent en moins. C'est mathématique, hein. Tu gagnes moins d'argent et ça. Et cette expertise, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là, que tes clients ils t'appellent, tu gagnes de l'argent, tu vois ta cravate elle est bien attachée, tout ça. Ah non, moi je suis t-shirt hein. Mais non, c'est cool, c'est cool. Ouais. Et juste pour la fin, Rudy, déjà je te remercie. Je te Ouais. remercie vraiment déjà pour tes lumières, aussi tes messages aussi de motivation. Je pense que Mhm. ça c'est super intéressant. Euh, la suite pour toi, là, les projets de 2024, est-ce qu'il y a un nouvel app que tu veux sortir? C'est quoi, là, les next steps, là, pour Alors, Rudy? c'est une bonne question parce que moi, alors, c'est une question que je me pose régulièrement. Ben, la réponse, je l'ai un peu plus. Nouvelle app, oui, mais surtout amélioration des apps actuelles. Ok. Parce que j'ai des clients qui sont là, qui se plaignent, ou qui veulent de nouvelles fonctionnalités et autres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais suggérer il y a un livre que le patron de OpenAI a suggéré. Je crois que le titre du livre, c'est Zero to One. Et c'est un livre Sam Altman. ouais. Comment? Oui, Le patron, c'est Sam Altman, oui, oui. et Et le livre open. ouais, je t'enverrai le lien, ça vaut la peine. Et je l'ai pas encore acheté, mais le livre se pose la question de savoir s'il est préférable de créer un nouveau produit ou d'améliorer les produits existants lorsque l'on veut innover. Ouais. Et
moi, comme je dis, j'ai 6 applications qui sont sur le store que j'ai créées les unes à la suite des autres, mais surtout au détriment des précédentes. Alors, j'avais des Ouais. produits qui existaient, qui fonctionnaient bien, qui avaient des bugs. Au lieu de régler les bugs, j'en créais une nouvelle et autres. Donc, maintenant, j'ai décidé d'arrêter de créer systématiquement, mais il faut que je j'améliore avant de décider de créer parce que sinon, ça fera du cannibalisme et autres. Alors, bon, après, ça va dépendre de ce qu'iOS 18 va offrir. C'est sûr que si je vois des opportunités immédiates, je vais créer. Pour la petite anecdote, ce- en 2019, juste avant la Covid, j'étais parti en Afrique, au Congo justement, et j'avais décidé de ne plus créer d'applications. Je voulais maintenir mes applications. À l'époque, j'avais iPad et tout, et j'avais une application qui s'appelle Clash Foot que j'avais mise à jour pour la Coupe du Monde féminine. Clash Foot, c'est une application qui vous propose des animojis, des joueurs de football, Messi, Mbappé et autres, et vous pouvez réagir en les personnifiant. Donc, je m'étais dit, 2020, je ne crée plus d'applications. Je ne fais que maintenir ces applications. Et donc, je voyage, je m'en vais au Congo, et je me souviens dans l'avion, je m'arrête en France, et en prenant un taxi, c'est là j'ai j'ai un flash par rapport à, à certaines idées. Alors que je m'étais décidé de ne plus créer d'application, dans l'avion, je commence à penser à l'application Bye Bye Ticket, justement. Et je me suis dit, OK, je me donne maximum un mois. Un mois, je la fais, et puis je reviens sur ce que je m'étais défini. Et en janvier, j'ai fait l'application Bye Bye Ticket. Ça m'a pris 27 jours exactement. Et je l'ai sorti. Pour te dire, c'est moi qui ai fait le logo tout seul. Tellement je voulais Hmm. pas investir dedans. J'ai fait le logo tout seul, j'ai fait tout. Et c'est l'application qui a eu le plus de succès. Alors que j'avais décidé de ne plus en faire. Comme quoi. Ah ben, je sais pas. Donc ça dépend. La réponse, elle est un peu ambiguë. Ça va dépendre des opportunités qui se présenteront. Et voilà. Et Vision OS? Alors Vision OS a un énorme potentiel que d'ailleurs, je l'ai testé quand j'étais aux États-Unis il y a pas longtemps. C'est énorme, énorme, énorme comme potentiel. Le seul bémol, c'est le prix. Pour J'avoue le que moment. c'est extrêmement cher. Je ne sais pas encore qui va l'acheter, qui sera le type de client, mais le potentiel il est énorme. Je l'ai testé. Et pour moi, comme j'ai dit, j'ai une application de réalité augmentée dans qui est Clash Foot. Clash Foot, entre autres, il y a un module, d'ailleurs, j'invite les usagers à aller l'utiliser. Je l'ai fait en 2018 et j'ai reproduit en réalité augmentée les buts des Bleus, les buts Ah, de l'équipe de France, donc les buts de Pogba, les buts de Griezmann. En réalité augmentée, c'est vraiment beau. Alors ah, pour c'est Vision top OS, ça. je veux faire la même chose. Je veux faire la même chose. D'ailleurs, je suis un peu en retard parce que j'aurais souhaité la faire pour l'Euro, mais je ne crois pas que j'aurai le temps parce que je n'ai même pas encore acheté le casque. Je l'ai testé par contre, mais c'est sûr qu'il y a un énorme potentiel, mais le gros problème, c'est le prix. Par contre, on se posait la même question à l'époque lorsque l'iPhone est sorti. Hmm. Mais quand je suis parti au Apple Store de Caroline du Nord, là où j'étais, de Raleigh, au fait, ils savent que le prix est une grosse contrainte, mais Apple pousse ceux qui viennent à utiliser leur carte de crédit. Tu sais, ils ont une carte Apple qui pousse les usagers à utiliser. Donc, Hmm. voilà pourquoi, entre autres, je crois qu'ils ne l'ont pas encore annoncé ailleurs qu'aux États-Unis, parce que ça nécessiterait que leur carte de crédit soit accessible, ce qui n'est pas encore le cas. La carte de crédit n'est accessible qu'aux Américains, que ceux qui ont un compte Apple ID C'est américain. l'Apple Card, c'est ça? Apple Card, voilà. Oui, parce qu'elle est pas, de toute façon, elle n'est pas disponible sur nos marchés, C'est ça. sur Donc, les autres marchés. oui, c'est une manière. Donc, dès que tu entres, évidemment, ils te font essayer le casque, tu l'essayes. Il y a une très belle manière l'expliquer. Tu vois beaucoup de choses. Après, ils te proposent de l'acheter. Mais ils te proposent aussi d'adhérer à l'Apple Card, en fait. Hmm. Donc, c'est leur manière à eux, mais ça coûte cher, mais le potentiel, il est énorme. Et surtout, d'un point de vue sportif, d'un point de vue ludique. Ouais. Euh, Ouais, j'imagine les expériences, tu sais, immersives, hein, vraiment, ouais. tu vois, sur les vidéos. Beaucoup ont déjà, bien avant que le casque sorte, hein, ils Mhm. avaient déjà visualisé, tu vois, des use cases, tu vois, par exemple, Oui, oui, des concerts, tu vois, filmer des concerts, tu peux assister à des exactement. concerts, des choses par rapport à des festivals ou même les expériences sportives. Et je pense que ça viendra avec Apple TV aussi. Je pense qu'il y Ouais. aura forcément un lien Il y a avec des shows qui vont être spécifiques, tu vois. Parce que Mhm. Apple, tout tourne autour de l'expérience, tu vois. Il y a le Ouais. prix, c'est vrai, mais l'expérience qui donne aussi
en parallèle, elle est aussi énorme, tu vois. C'est énorme. Et moi, j'ai pu comparer avec le casque VR de Facebook. Et là, je me souviens quand j'essayais le Vision OS, j'étais toujours là en train de chercher une manette, alors que c'est juste Ouais, avec il y les en a doigts. pas, ouais, il Ça y a en pris a un peu pas. de temps quand même, un bon 15 minutes pour réaliser qu'il n'y avait pas besoin de Ouais, manette. non, t'as pas besoin. Ouais, ouais, ouais. T'as pas Mais besoin. ouais, c'est vraiment bien ensuite la capacité de changer la transparence, donc tu peux te déplacer en voyant. C'est bien, ils ont bien pensé leur produit, mais ça coûte cher. Ça signifie que ceux qui l'auront acheté aujourd'hui, je me demande comment ils vont faire quand le prochain casque sortira dans 1 an, dans 2 ans, sachant qu'il y aura des mises à jour régulièrement, donc c'est un peu ça le problème. Ah, on verra, il faudra être patient parce que, tu vois, même moi, j'attendais, hein. Là, j'ai pas mes AirPods Max. Je Ouais. me suis dit, ils vont en faire un autre. Ben, ils ont fait qu'un modèle Mhm. et ça marche très bien jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, Ouais. on verra leur stratégie, on verra. Apple, c'est ça avec Apple. Ouais. Et d'ailleurs, je dis, avant de terminer le podcast, tes Mhm. prédictions. iOS 18, tu voudrais quoi là sous le sapin là, sous le Alors, ça, sapin du Père c'est une Noël? bonne question parce qu'il y a une différence entre les prédictions et ce que je veux. On va dire Alors, alors tes prédictions à toi, on va dire. ouais. C'est pas, je veux un peu tricher dans le sens où on dit que le iOS 18, le UI va être très proche de On entend celui de ça. Vision. Alors, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une similitude, ce qui est bien pour nous parce que ça va nécessiter un peu de mise à jour. Beaucoup de AI aussi. Le AI est déjà là, Il mais est là, hein. il est Il là. s'appelle pas comme ça. C'est juste Oui, qu'Apple ne l'appelle pas comme ça. depuis longtemps, il existe. C'est juste que là, ce sera vraiment du générative AI qu'on attend. En tout cas, c'est vraiment ça que je voudrais. Parce que s'ils ratent ce coche, comme on dit, ils vont se faire damer le pion. Je m'attends à une amélioration de Siri. Siri Oui, utilise déjà du génératif, mais là, ils vont beaucoup à attendre. Ouais. l'améliorer davantage avec une interface peut-être écrite, encore améliorée et autres. Mais je ne m'attends pas à un moteur de recherche à la ChatGPT ou à... Mhm. Je m'attends pas à ça, c'est pas trop leur style. Je m'attends plutôt à un assistant hyper puissant, vocal, visuel, pourquoi pas, et, euh, et surtout à des API qui nous permettront à nous de créer plein de contenus générés sans que ça ne nous coûte de l'argent, des tokens, des choses comme ça, quoi. Ouais, toujours. Bah, tu sais, c'est toujours pareil, mais je vois un peu la même chose que toi. Ouais, J'ai pas forcément plus à rajouter parce que Apple, je pense que t'as vu la ouais, pression là avec ce que OpenAI ils ont fait, ouais, c'est, exceptionnel. ouais, Et c'est exceptionnel hein, ce qu'ils ont ouais, fait. c'est exact. Là, ils nous ont donné accès. On a tous le même super pouvoir. On peut faire vraiment des choses qui sont vraiment ouf. Et je Ouais, pense que Apple, c'est sûr. T'imagines bien, j'imagine dans leurs équipes mhm, de recherche et tout ça, c'est un sujet et c'est pas d'aujourd'hui hein, qui. ouais, ouais. Tu sais qu'AuRML, t'as vu, ça a évolué. Hein. Tu te rappelles Oui, oui. la première version quand c'est sorti avec iOS 11, si je dis pas de Mhm, bêtises, ben on peut faire des premières choses. Après il y a eu mhm, Vision, puis après ouais, c'est monté. ouais, Ça a toujours été itératif avec Apple. C'est ça ouais, qui est bien pour d'autres frustrant parce qu'on se dit ouais mais Apple ils arrivent après, mais quand ils arrivent pas comme les autres. mhm, Tu c'est sûr, vois? c'est sûr. Apple ils n'utilisent pas les termes. On Mhm, parle de AI, intelligence artificielle. Ils n'utilisent pas ça. Nous c'est ouais, machine learning. Vous exactement. parlez de réalité mixte, réalité virtuelle et tout. Nous Hein, c'est spatial computing. hein, Je sais, tu sais, limite, je sais pas pourquoi vous me parlez de quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est ouais, ouais. vrai. Nous, je sais pas, nous, c'est pas ça, tu vois. C'est pas ça, mais voilà pourquoi ils ont leur propre conférence, à leur propre locaux, c'est leur propre écosystème. Mais j'avoue que OpenAI a vraiment mis le pied dans la fourmilière Ah, ils et sont. tout le monde, écoute, Google s'est senti pressé de sortir son Ah produit, oui, ah pressé, oui. une pression qu'on ne lui connaissait pas. Lui qui Ouais. était si fort, qui était toujours le leader, là il s'est fait déranger au point de faire des produits qui avaient encore des bugs. Donc et ce sont des produits qu'on utilise mais je m'attends à une meilleure intégration. Voilà. Ouais, moi aussi, moi aussi. Donc, J'en voudrais pas, en fait, j'en voudrais pas. Ça serait dommage qu'ils ratent en tout cas, qu'il n'y ait pas une annonce sur iOS 18 concernant le sujet. Après, que ça sorte en avril 2025. ouais, C'est pas grave. ouais. C'est comme iOS 17. T'as vu, iOS 17, ils avaient annoncé des trucs. C'est sorti Oui, que dans les versions 17.3 ou oui, bien sûr. 17.4. Hein. Ouais, C'est ouais. pas sorti. Et comme la version .1 qui est sortie en fin d'année.
Mhm. L'iPhone 15 était sorti en septembre, bien sûr, Ouais. mais il y a les trucs qu'ils avaient annoncés, ben c'était release en fin d'année, tu vois. Moi, Ouais. c'est pas grave si ça vient après, mais c'est au moins Ah ouais. donne-nous au moins une direction, tu vois. Ouais, ouais. Ils n'ont Donne-nous pas une le choix direction. parce que là, ça va avec la nouvelle version que OpenAI va sortir pour la génération de vidéos, ça va être fou. Mais attends, mais tu sais, le pire, c'est que si on avait fait cette vidéo il y a 6 mois, imaginons, tu reviens 6 mois en arrière, Mhm. quand il te parle de Sora, quand il te parle des trucs, tu dis, mais où est-ce qu'on va aller? Ouais. Ça va à une vitesse. Tu veux, c'est la vélocité du truc. Mhm. C'est que ça va trop vite. Ouais, ça va trop vite. Et moi, j'ai une question pour toi. Moi, si tu me permets. Ah, tu peux. Alors, comment te sens-tu justement face aux outils qui permettent de générer du code? Est-ce que tu te sens menacé en tant que développeur ou est-ce que tu Alors, te sens très, accompagné? très, très bonne question. Très, très, très bonne question. Moi, personnellement, je me sens pas menacé. Pourquoi? Parce que je vois ça plus comme un assistant euh, qui peut m'aider à aller plus vite déjà dans ce que je réalise, tu vois. Ouais, ouais. Je peux prendre des trucs vraiment basiques. Ajouter de la documentation, documenter mon code, un truc tout bête. Mhm. Ajouter des tests unitaires sur des classes, tu vois, avec des modèles qui sont trucs, Mhm. qui me font améliorer mon process et faire aller plus vite. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est à ce stade-là que j'utilise et ça Mhm. apporte beaucoup de valeur à mes clients. D'ailleurs, mon client actuel, va me dire, ah, Mickaël, t'es chaud. Oui, moi, j'apporte mon expérience, mais après, les choses, tu vois, qu'on m'ont dit, oui, tu as déjà entendu ça, Rudy? Ouais. Ouais, mais ajouter des tests unitaires, ça prend du temps. Ouais. Dans Ouais. tout mon parcours, ouais, mais là, on n'a pas le temps de faire les tests. J'ai dit, gars, c'est dans mon ticket. Le test, il est inclus. Ouais, Je suis exactement. même content de le faire parce qu'en plus, déjà, je suis content en tant que dev parce que du coup, ça me permet en plus de valider mon code, de tester des tests, Mhm. tout ça, c'est super. Et en plus de ça, moi, ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans mon workflow de travail parce que Exactement. j'utilise l'IA dans Mhm. mon workflow de travail, moi, pour aller plus vite ou même factoriser de l'information ou Ouais, proposer des meilleurs angles, tu vois. exactement. Mais moi, c'est un régal, moi. C'est exactement, c'est Ah l'approche, c'est la oui. même approche que j'ai. Non, mon métier il va pas. Et le deuxième truc pour compléter la question, pourquoi j'ai pas peur de l'IA? Mais parce qu'il y aura toujours besoin que toi, Rudy ou moi, je parle à mon client pour lui parler de ce que je veux faire et tout ça. Mhm. L'IA, il va juste réagir à ce que moi je lui demande, c'est tout. Exactement, Il va pas m'effacer. exactement, Non, je exactement. te rassure, je te rassure. T'inquiète pas Non, c'est pour. vrai, c'est la même approche que j'ai. Je me sens vraiment pas, je me sens même, je prends plus de risques maintenant. Maintenant, je vais faire des projets pour lesquels j'avais pas de compétences parce que je sais que Ouais. c'est comme si j'avais un développeur Oui, hyper senior, hyper exactement. rapide qui peut m'aider. Je prends plus de risques. Exactement. C'est ça. Donc, Donc, t'inquiète même pas, ouais, ouais, Rudy. Sur ça, t'inquiète pas, on est bien en phase ouais, et on a encore du boulot pendant encore longtemps. Vivement à la WDC 24. Euh, effectivement. mais en tout cas, c'est cool. Mais merci beaucoup, Rudy. Merci à Franchement, toi. merci beaucoup pour le podcast. Merci aux auditeurs, aux spectateurs. Donc toujours voilà, vous allez retrouver toutes les infos de Rudy dans la description. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, partager. Là, on est dans la saison des experts. J'espère que cet épisode vous a plu et on va se rejoindre prochainement pour le prochain épisode. Merci encore à toi, Rudy, Merci à toi aussi. et à très vite.